Imagine c'est une fille qui vit seule avec sa mère, en plein milieu d'une nature remplie de créatures fantastiques. Mais du jour au lendemain, tu vas devoir t'intégrer dans une ville qui va à l'encontre même de ce que tu as connu toute ta vie. Ça c'est le pitch de la série Hilda, une série graphiquement très intéressante, avec une histoire qui m'a personnellement beaucoup touché. Aujourd'hui je t'emmène avec moi à découvrir les secrets de Trollbourg, mais aussi le mystère caché derrière ces créatures. Attention, ça va spoiler. Notre histoire commence avec un oiseau survolant les lieux, et ce qui est sûr c'est que c'est magnifique. Mais c'est aussi ici qu'on fait la connaissance d'Hilda, une fille aventureuse qui s'émerveille du monde qui l'entoure. Et lui c'est Brindille, un renard cerf, et aussi son meilleur ami. Mais Hilda arrive rapidement devant un troll, sauf que tranquille, le jour ils sont immobiles. Alors elle se pose pour le dessiner, et demande à Brindille de lui mettre une cloche sur le nez, au cas où il se réveillerait. Mais elle n'a pas vu le temps passer, et ce qui devait arriver arriva, les forçant à fuir. Mais une fois arrivé devant chez elle, on remarque que le troll semble souffrir. En fait c'est cette cloche qui le rend fou. Alors Hilda vient lui la retirer, et en échange il lui redonne son carnet à dessin. Comme quoi la nature n'est peut-être pas ce qu'elle semble être. Notre amie rentre alors chez elle pour retrouver sa mère Johanna. Mais un bonhomme de bois arrive pour ramener du bois, mais surtout se poser pour lire. Où il rentre comme ça, tranquille, sauf que quelqu'un frappe à la porte et une mini-lettre a été déposée. Elle provient du peuple caché qui leur demande de partir. Mais notre petite famille aime bien sa vie ici. Alors il n'y prête pas vraiment attention. Mais problème, pendant la nuit, ce fameux peuple caché décide de se faire entendre. Ils mettent tous en dessus-dessous. Mais heureusement pour nous, Hilda est loin d'avoir peur et arrive à les faire fuir. Mais avant d'aller dormir, elle décide d'écrire une lettre pour essayer de comprendre pourquoi ils veulent qu'elle parte. Et même si au début on aurait pu penser qu'on n'aurait eu aucune réponse, et ben en fait un membre du peuple caché est bienvenu rencontrer Hilda. Et d'ailleurs ce peuple est féru de paperasse. En gros de base ils sont invisibles et pour les voir il faut même signer un contrat. Ouais ils ont poussé le truc bien loin, mais bref. Tu es vraiment minuscule. En réalité, je suis plutôt grand pour un elfe, alors je m'appelle Alfur. Mais grâce à ce contrat, Hilda peut maintenant voir ce qui lui était caché pendant tout ce temps. Toute une civilisation d'elfes autour de sa maison. Et la raison pour laquelle il voulait les faire partir, c'est justement que comme elle ne pouvait pas les voir, bah elle marchait sur leur maison sans faire exprès. Même si pour le coup elle passait à travers, bah ça reste bien flippant de voir un pied traverser sa maison. Alors tout est bien qui finit bien, non? Et non, puisque justement le premier ministre s'est fait élire sur la promesse de faire partir les humains. Donc il doit s'y tenir. Mais pour le moment Alfur va appeler le maire pour un entretien, enfin tout ça le lendemain, puisqu'il se fait un peu tard. En rentrant chez elle, Hilda voit un immense géant qui disparaît presque aussi rapidement qu'il est arrivé. Mais le lendemain elle aurait venu pour un petit entrevue avec le maire, sauf qu'il n'est pas très coopératif et a d'ailleurs un chapeau enceinte. Et en plus il finit par se cacher dans les cheveux d'Hilda, qui du coup décide de lui faire du chantage pour connaître l'emplacement du premier ministre. Et il finit par craquer. Hilda, Brindille et Alfur s'y dirigent donc, et je pense que je vais beaucoup me répéter, mais j'adore le style graphique de la série. Bon là n'est pas le sujet, puisque le premier ministre a emmené toute sa cavalerie, enfin un petit grognement de Brindille, et il n'y a plus de problème. Ils arrivent donc en pleine réunion, et le problème c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier ministre se doit de tenir ses promesses. D'autant plus que maintenant ce n'est plus vraiment de son ressort, mais celui du roi. Alors décidément je crois qu'elle va faire le tour de cet endroit, juste pour pouvoir rester vivre dans sa propre maison. Mais on n'a toujours pas l'adresse du roi, sauf qu'Alfur, touché par cette aventure, décide de déroger au protocole, et sûrement à beaucoup de lois aussi, pour l'y emmener. Mais avant ça, petit retour à la maison, et la mère d'Hilda avoue que ça ne serait peut-être pas plus mal d'aller vivre à Trollbourg, un endroit plus animé, avec des gens de l'âge d'Hilda. C'est vrai que jusque là, tous les amis qu'elle s'est faite ne sont même pas humains. Et en même temps, ils sont les seuls à des kilomètres, donc peut-être que ça ne lui ferait pas de mal de voir autre chose. Bien sûr, Hilda n'est pas de cet avis, et est bien déterminée à avoir cette paix avec les elfes. Mais il se fait tard et elle doit reprendre des forces pour affronter la journée de demain. Mais pendant la nuit, elle se fait réveiller par une forme, c'est le géant de tout à l'heure. Alors elle saute sur un ouf et se dirige vers lui. Elle réussit à l'atteindre, et c'est là que l'on apprend que si le géant apparaît tous les soirs, c'est parce qu'il avait donné rendez-vous à une géante. Il y a de cela plusieurs centaines d'années. Mais elle ne semble pas être là. Il est aussi possible que ce géant soit aujourd'hui le dernier représentant de son espèce sur Terre. Puisqu'auparavant, les géants et les hommes vivaient ensemble. Mais rapidement des frictions ont lieu, les géants trop grands pour prêter attention aux humains écrasaient leur maison sans même s'en rendre compte. Alors avec le temps, ils comprirent que ce monde ne leur était plus adapté, qu'il était peut-être temps de laisser leur place. Alors l'histoire raconte qu'ils seraient partis dans l'espace. Il a fini par lui dire que la géante qu'il cherche n'est peut-être plus ici, qu'elle ne l'a sûrement pas attendue au vu des circonstances. Le géant s'y résout donc et la ramène chez elle. Le lendemain, avant d'aller voir le roi, direction Trollbourg pour découvrir la ville. Et ce qui est sûr, c'est qu'Hilda ne se sent vraiment pas à sa place ici. Elle finit par aller visiter la cour de l'école et tombe sur deux enfants un peu paniqués, puisque la cloche vient de sonner, annonçant le retour en cours. Mais Hilda n'a jamais grandi avec tous ces codes, donc pour elle tout ça est insensé. Ils finissent par retourner à la maison et le lendemain c'est l'heure. Alfur l'attend devant chez elle pour l'emmener voir le roi. Son château est situé en haut de cette grande montagne et une ascension plus tard, il tombe justement sur lui. Sauf qu'il est loin d'être courageux et se réfugie dans son château. Mais une avalanche se déclenche et nos amis n'ont d'autre choix que de se diriger vers cette sorte de grotte, qui n'en est en réalité pas une. Ici ce n'est même
même pas une montagne, mais la géante, qui finit par se réveiller, et après avoir sauvé le château du roi et son occupant, le géant arrive pour sauver tout ce beau monde. C'est ici qu'on apprend que la géante n'est donc pas partie. En fait, malgré le départ des siens, elle ne pouvait se résoudre à abandonner le géant. Alors elle a attendu toutes ces années, a fini par s'assoupir, et s'est endormie, se transformant peu à peu en montagne. Après tout ça, le roi des elfes prend donc la décision d'arrêter le conflit entre Hilda, sa mère et les elfes. Bon, le truc c'est qu'en partant, les géants ont écrasé leur maison, donc ils n'ont d'autre choix que de partir. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que les elfes ne sont pas si loin des hommes, ceux qui ont réclamé le départ des géants. En quelque sorte, notre petite famille représente les géants des elfes, elfes qui ne peuvent pas être vus par les hommes, tout comme les géants ne prêtaient pas attention aux hommes. Mais Alfur, qui s'est attaché à cette fille, décide de partir avec elle pour remplir toujours plus de rapports et documenter la vie en ville. Notre famille a donc déménagé, et même si Hilda n'aime toujours pas cette ville, peut-être qu'elle a bien plus à lui apporter que ce qu'elle ne le pense. Mais pour le moment, le lendemain vit plutôt normal d'une citadine. Elles partent se balader pour découvrir la ville, mais Johanna, en voyant des jeunes, demande à sa fille d'aller essayer de leur parler. Ce qu'elle fait, sauf qu'on comprend rapidement que ce sont des gens peu recommandables, ceux qui font des choses irrationnelles et souvent cruelles pour se faire remarquer. Et justement, jeter des cailloux sur des oiseaux, c'est excessivement débile. Sachant qu'un corbeau a été touché, corbeau qui d'ailleurs parle, mais bref, à part le fait que Trevor, le chef du groupe, passe pour un fou, parce qu'au contraire de ses potes, il a entendu l'oiseau, Hilda décide de l'apporter chez elle, pour voir si tout va bien. Et physiquement, il y a aucun dégât, par contre c'est psychologiquement que ça cloche. Il a tout oublié. Mais pour le moment, Hilda doit le laisser avec Alfur et brindille, parce qu'elle a promis à sa mère d'aller voir la fameuse parade des oiseaux de Trollbourg. Mais disons que le corbeau n'a pas été très discret, et en allant chercher son portefeuille, Johanna le trouve et le met dehors avec Alfur au passage, qu'elle ne peut toujours pas voir. Mais à cette parade, déjà on retrouve ses deux enfants, qui font partie des scouts, mais surtout on apprend qu'un corbeau passe toujours une fois par an au-dessus de la ville pour lui porter bonheur. Et la seule fois où il n'est pas venu, la ville a souffert de maladies et de mauvaises récoltes, d'où le festival qui lui fait honneur. Mais justement, ce grand corbeau, ça ne serait pas notre ami qui s'est fait mettre dehors par Johanna? Alors après une petite discussion, notre petite famille part à sa poursuite, mais rien n'y fait. Impossible de le retrouver. Pendant ce temps, la ville se met à paniquer. S'il ne fait pas éruption aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Et si ce n'était pas assez, alors que nos protagonistes allaient le retrouver, Trevor l'enferme pour le montrer à ses amis. Mais après s'être encore fait ridiculiser, il s'enfuit et se rend sur le pont, où il jette accidentellement l'oiseau dans l'eau. C'est à ce moment-là qu'Hilda et sa mère arrivent. Et avant qu'il ne coule, Hilda lui rappelle qui il est vraiment, puis saute dans l'eau pour le sauver. Sauf que c'est pas le grand corbeau pour rien. Le grand corbeau peut donc survoler la ville. Bon, et puis on apprend que sa présence est simplement due au hasard. S'il y a eu une mauvaise récolte ou une maladie, c'était juste la faute à pas de chance. Mais ce moment a au moins le mérite de rassembler la ville derrière une belle tradition. Et a surtout permis de montrer à Hilda que la vie en ville n'est peut-être pas si barbant qu'elle le pensait. Mais le lendemain est un grand jour. Le jour où elle va entrer officiellement chez les scouts moineaux. C'est d'ailleurs ici qu'elle va rencontrer Frida et David, avec qui elle va faire sa première mission. Désherber une partie de la ville. Ouais, super exaltant. Mais ce qui est sûr, c'est que Frida, c'est un peu une intello, qui veut absolument obtenir le plus de badges possible. Et David, c'est David, aka le gars qui a peur de tout. Ça se demandait pourquoi il est scout. Mais bref, Hilda, elle, fait surtout ça pour rendre fière sa mère, qui était aussi scout à son âge, et qui avait d'ailleurs le nombre de badges le plus élevé de sa promo. Mais bref, après avoir commencé à nettoyer la zone, ils doivent aller broyer les mauvaises herbes. Sauf que le lendemain, en retournant sur les lieux, pour continuer leur travail, tout a été saccagé. Alors qui a pu faire ça? Eh bien c'est un vitra, une sorte de légume vivant. Une fois dans l'année, il remonte pour prendre le soleil, sauf que les humains les retirent et les broient. Alors le vitra est un peu vénère, et vole l'écharpe de Frida, avec tous ses badges. Bien sûr, elle le poursuit, mais il finit sous terre, et Hilda n'a d'autre choix que d'aller la chercher. Mais rapidement elle retrouve le vitra, mais pas Frida. Alors elle passe un accord. Il l'aide à retrouver Frida, et en échange ils iront récupérer les vitras, avant qu'ils soient broyés. Et après l'avoir retrouvé, ils se dirigent vers la broyeuse. Mais tout n'est pas si simple. Déjà pour le coup là il y en a vraiment beaucoup, et puis le dernier est bien proche de la broyeuse, mais heureusement pour nous, Hilda n'a vraiment pas peur du risque, et du coup plus de peur que de mal. Les vitras sont sauvés, nos amis les réenterrent, et le vitra redonne l'écharpe à Frida, qui de son côté est un peu dégoûtée, puisqu'elle vient de passer à côté d'un badge. Mais au final ce qu'elle a gagné ne serait pas plus important que ça. Mais, après une analyse plus approfondie, j'en ai conclu que, comme échec, le nôtre était plutôt réussi. Hilda maintient qu'on aurait dû obtenir le badge Ami des Vitras. Je lui ai expliqué qu'un tel badge n'existait pas. Elle a répondu qu'on devrait en inventer un, mais je lui ai dit qu'on ne pouvait pas créer nos propres badges. Ou peut-être que si. Tout est bien qui finit bien du coup. Enfin, peut-être pas tant, puisque David adore les cailloux, et on a d'ailleurs ramené un quelque peu spécial. Et justement, alors que le soleil se couchait, un troll se réveille, cherchant son enfant. Finissant par comprendre qu'il était dans l'enceinte de la ville, il passe par les tunnels des vitras. Mais aujourd'hui, c'est une journée quelque peu importante. Une statue va être érigée en l'honneur du fondateur, celui qui s'est battu contre les trolls pour que cette ville puisse exister. Mais au-delà de ça, c'est aussi une journée où les élèves apportent des éléments qu'ils aiment à l'école. Bien sûr, David a apporté sa collection de pierres personnelles, et Hilda des chapeaux. Alors qu'ils étaient en train de passer un film sur la création de la ville,
quelque chose vient percuter le vidéoprojecteur, le cassant sur le coup. Tout de suite la maîtresse pense à Hilda, puisque c'est étonnamment une élève perturbatrice. Non, je l'aurais pas deviné. Mais non, c'est très bien qui a causé tout ça. Sauf que là Hilda risque d'être envoyée dans une classe faite pour les élèves comme elle, et donc elle risque de perdre ses amis. Alors c'est décidé, il faut trouver le coupable. Soit le bébé troll, qui bien évidemment était enfermé dans le bureau de la maîtresse, dans le noir le plus complet. Alors nos amis réussissent à se faufiler pour le récupérer, sauf qu'il s'échappe et met un bazar monstre dans l'école. Il part donc pour aller le récupérer, mais rien n'y fait. Et le pire c'est que son père, ou sa mère là honnêtement compliqué à dire, bref il est pas loin. Et si la ville s'en rend compte, ça risque d'être bien compliqué. Sauf que là Hilda est hors jeu, la maîtresse a réclamé un entretien avec sa mère, pour lui dire que sa fille devra aller dans l'autre classe. Et étonnamment, Johanna est du côté d'Hilda, affirmant que la seule façon pour elle de s'intégrer et de comprendre cette ville, c'est d'apprendre de ses amis. Sauf que pendant une belle discussion, le bébé troll arrive dans son bureau, et le troll vient justement d'arriver. Mais alors que la maîtresse était un peu en état de choc, à deux doigts d'appeler la patrouille de sécurité de la ville, Hilda s'interpose et lui demande de ne pas le faire. Le troll est simplement ici pour son enfant, apporter de la violence ne fera qu'empirer une situation qui pourtant pourrait être réglée rapidement. Alors Hilda lui redonne son enfant, et après une petite discussion, la petite exposition des élèves peut reprendre. Enfin, plus ou moins, puisqu'il faut tout nettoyer là. Mais on apprend surtout que la maîtresse accepte qu'Hilda reste dans sa classe, parce qu'elle a peut-être plus à apporter à cette classe qu'on ne pourrait le croire. Ah d'ailleurs, la statue a été détruite par le troll. Et toc. Mais quelques temps plus tard, on retrouve notre petite équipe dans les égouts, qui se font attaquer par des rats. Ce qu'en fait, c'était Carême de David. Nos amis se retrouvent donc, et Hilda voit une fille étrange qui semble tout le temps rester seule. Mais en la suivant, elle a comme disparu. Sauf que David, quant à lui, semble toujours perturbé par ses cauchemars. Alors après en avoir parlé à ses amis, Hilda décide d'aller voir le roi des rats pour obtenir des réponses. En gros, le roi des rats, c'est littéralement un amas de rats. Il connaît beaucoup de choses parce que les rats se déplacent un peu partout, donc entendent beaucoup de choses. Mais pour obtenir une information, c'est un secret pour un secret. Après qu'Hilda lui ait livré un de ses secrets, il lui affirme que la fille qu'ils ont vue dans la ville était à l'origine de tous ces cauchemars. Alors la nuit d'après, Frida et Hilda surveillent David. Et bingo, ils retrouvent la fille, mais en la suivant, nos amis la voient en train de parler avec d'autres filles de son âge, autour d'un feu vert. Ces filles sont des maras, des créatures qui se servent des peurs des gens pour hanter leurs cauchemars. Et comme David a peur d'à peu près tout, c'est le jackpot. Alors ils ont une idée. Hilda va se faire passer pour David, pendant que lui se fera passer pour elle, et que Frida se cachera en dessous du bureau. Alfur quant à lui attendra dans la serrure pour voir quand elle arrive, puisque c'est par ici qu'elle s'infiltre. L'objectif c'est de l'attacher avec des ceintures pour l'obliger à lâcher David. Et étonnamment ça se passe plutôt bien, sauf qu'elle refuse. Alors Hilda lui propose un défi. Elle s'en prend à David parce qu'il a peur de tout, mais si elle réussissait à faire peur à quelqu'un qui n'a peur de rien, elle pourrait alors se vanter auprès de ses amis. Hilda lui propose alors d'essayer de lui faire peur, et si elle ne se réveille pas pendant la nuit, elle devra lâcher David. Le marché est donc conclu, et ce qui est sûr c'est qu'Hilda a l'air d'avoir vu tellement de dingueries que rien ne semble lui faire peur. Enfin, peut-être que si en fait. Pendant ce temps, Johanna a découvert que David avait pris la place de sa fille, mais Hilda, elle, est bien dans le mal. Ce qui lui fait peur, c'est le vélo. Ouais, un peu décevant. En vrai, le vélo ici, c'est surtout un prétexte, pour nous montrer qu'elle est attachée à ses amis, et que ce qui lui fait peur, c'est de ne pas réussir à trouver sa place ici, de ne pas se faire accepter, de décevoir les gens qui l'entourent. Mais sa mère arrive avec David, et en découvrant ce qu'Hilda avait décidé de faire pour lui, il décide d'arrêter tout ça. Si Hilda arrive à supporter ses peurs, David le peut aussi. Il la réveille donc, et la Mara a gagné. Mais étrangement, le lendemain, cette Mara semble avoir abandonné. C'est pas drôle de filer des cauchemars à quelqu'un d'assez courageux pour en demander. Ah, et d'ailleurs, elle a appris la peur d'Hilda grâce au roi des rats. La boucle est bouclée. Quelques jours plus tard, nouvelle mission scout. Récupérer 10 types de plantes, et Hilda trouve ça barbant. Pourquoi ne pas aller chercher des fleurs plus rares, genre un dévorum à pétales? Et justement, David affirme en avoir déjà vu sur le mur. Mais c'est aussi un endroit qui serait hanté, puisque des voix en sortent. Sauf que tranquille, c'était juste une colonie d'elfes. Enfin, des elfes un peu vénères, puisqu'ils réussissent à prendre en otage David. Alors Hilda et Frida n'ont d'autre choix que d'aller voir Alfur, et après avoir signé le contrat, Frida peut enfin le voir. Mais l'histoire de cette colonie est un peu complexe. Il s'agit en réalité du clan perdu. Il y a de ça quelques années, un combat s'est déclenché pour le contrôle de terre. Bon, après un combat d'elfes, hein. Donc à base de contrats, de clauses libératoires. Non, je vais avoir des PTSD de mes cours de management là. Bref, ça a été un combat compliqué pour que tout le monde se mette d'accord. Mais après de nombreux débats, un contrat final a finalement été créé. Sauf qu'en arrivant chez le roi, le clan perdu a oublié une signature. Ils ont signé 2 fois au lieu de 3. Sacrilège. Ils furent donc bannis. Et la parcelle interdite aux elfes. Mais maintenant que le clan a été retrouvé et que le temps a passé, ils peuvent désormais finaliser la signature. Sauf qu'en arrivant devant le clan, Bartel, son chef, refuse. Depuis ce qu'ils ont pris comme une trahison, ils ont banni la paperasse. Alors du coup, c'est devenu des nerveux qui veulent se battre H24. Mais Frida a une autre solution. On peut peut-être trouver un compromis. Chaque contrat a forcément un défaut, il suffit juste de le trouver pour le rendre non applicable. Et tout sera réglé. Oui, parce qu'à la base, on est quand même là pour sauver David. Alors après pas mal de recherches, il trouve que si le contrat est détruit par le feu d'un verfeuille, il est alors nul. Sauf qu'il s'agit d'une clause de base, juste ici histoire de dire qu'il y en a une. Mais c'est quelque chose d'impossible, puisqu'il faudrait déjà trouver un verfeuille, ce qui est déjà bien compliqué. Et encore si on en trouve un, c'est loin d'être
fini, puisque les Verfeuilles sont connus pour leur aversion pour la paperasse. Donc ouais, compliqué. Mais rien n'est impossible, hein. Non, en vrai, un petit tour à la bibliothèque, et ils trouvent finalement l'emplacement d'un Verfeuille. Ils peuvent donc aller le rejoindre grâce à un esprit de l'eau. Ouais, c'est stylé, tout comme l'île où habite ce ver, qui est d'ailleurs plus un dragon qu'un ver, mais disons qu'elle aussi est un peu une nerveuse. Elle en a marre que des elfes viennent la voir pour lui demander de brûler des contrats. Et alors qu'un barbecue s'annonçait, Alfur lui dit qu'on ne lui demande pas de faire cela gratuitement. On peut lui donner quelque chose en échange. Et justement, ça ne vous est pas passé inaperçu que ce ver adore les plantes. Et ça tombe bien, puisque nos amis en ont ramassé pour les scouts. D'autant plus qu'il s'agit de plantes qu'elle n'arrive pas à voir, puisque c'est des plantes de ville, et qu'elle est bloquée sur cette île. Alors elle est refaite, et peut détruire ce contrat. Nos amis retournent donc voir le clan perdu, pour leur montrer les cendres du contrat. David est donc libre, mais étrangement ce clan qui n'est désormais plus banni, préfère rester ici, et conçoit même à abandonner ses droits sur la terre du contrat. La ville et le mur, c'est devenu leur nouveau chez eux. Et après une petite fête, tout est enfin rentré dans l'ordre. Et quelque chose me dit qu'on a maintenant de nouveaux alliés. Mais là on retrouve David à un concours pour intégrer les Fauvettes, la chorale des scouts. Sauf qu'il ne vous a pas échappé que David c'est pas un mec qui a beaucoup de chance, et notamment pendant les auditions. Oui, il vient de gober une mouche, c'est effrayant, donc il faut croire que les Fauvettes c'est pas pour lui. Après tout ça, Hilda se rend au travail de sa mère, puisque jusque là elle était graphiste, mais elle a du mal à se faire remarquer, donc elle a pas eu d'autre choix que de prendre un travail à la supérette du coin. Mais Johanna est maintenant pas mal occupée, alors Hilda se dirige à la bibliothèque, mais là-bas il y trouve une pièce cachée, avec plein de livres, et notamment un peu spécial, qui parle de quelque chose qui pourrait régler les problèmes de son entourage. Un enchantement. Mais la bibliothécaire arrive pour lui dire qu'elle peut lire le livre, mais pas l'emprunter. Alors Hilda a une idée. Elle n'a besoin que d'une page, donc elle a juste à la photocopier. Elle récupère alors tous les ingrédients nécessaires, soit une touffe de cheveux, et un élément qui correspond au problème. Donc ici un sifflet pour David. Puis elle doit aller placer tout ça sur le bord d'un marais, et faire une incantation. Mais étonnamment rien ne se passe. Enfin en fait si, puisque le lendemain, une souris sort justement de ce marais. Hilda peut donc la prendre, et la laisser se faufiler sur David. Et ne vous inquiétez pas, elle est la seule à pouvoir la voir. La souris semble bel et bien fonctionner, puisqu'à la prochaine audition, Vous pouvez compter sur les moineaux, car ils voleront toujours plus haut. alors Hilda, voyant que son plan a fonctionné, décide de faire la même chose pour que sa mère puisse vivre de sa passion. Et elle finit par être en charge de tous les aspects graphiques de la ville, tout se passe parfaitement bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'à ce que Frida arrive chez Hilda, pour se plaindre du comportement de David, qui disons fait des trucs bien étranges. Alfur, qui a tout entendu, affirme qu'il s'agit d'un symptôme d'un enchantement. Et le plus inquiétant, c'est que si on ne fait rien, il va perdre son âme. Et du coup, Johanna risque d'être dans le même bateau. Donc pas le choix, faut faire quelque chose. Et justement, en retournant voir le livre, on remarque qu'il y avait des notes en bas de page. Mais heureusement pour nous, il y a un moyen de les sauver. Hilda devra faire une incantation pendant le lever de la lune et aura une heure pour amener sa mère et David au marais afin de finaliser le désenchantement. Bon, on a le temps, non? Et non, puisqu'à la base c'est 30 jours avant la perte de l'âme et ils arrivent bientôt à terme. Donc pas le choix, il faudra faire ça le soir même, pendant le concert des Fauvettes. Et alors que David était en train de nous proposer une petite dinguerie, Tous les oiseaux apprennent à voler, nous serons moineaux à jamais. ouais, carrément il a changé de voix, sauf qu'Hilda vient gâcher la fête. Après tout ça, les souris s'échappent et notre petit groupe se dirige au marais. Enfin, essaye. Et après une incantation collective, tout est bon. Les souris ne sont plus un problème. Ouais, enfin là, elles se sont quand même infiltrées dans le sac d'Hilda. Enfin ça sera un problème pour plus tard, puisque dans la chambre de Frida, c'est le bazar. Alors même que d'habitude, sa chambre est excessivement bien rangée. Alors nos amis décident de tout ranger et de tout filmer. Son livre préféré, La légende du roi Candon, a par ailleurs disparu. Et le lendemain, le monstre semble avoir récidivé. Et en regardant les images, on remarque que c'est Frida qui a fait tout ça. Et non, elle est pas insomniaque. En fait, depuis toujours, sa chambre se rangeait toute seule pendant la nuit. Ouais, c'est cheaté, sauf que Frida se sent un peu mal, d'autant plus qu'elle se présente en tant que déléguée. Du coup, elle n'a plus vraiment confiance en elle, elle fait des choses qu'elle n'aurait jamais faites, genre rendre le mauvais devoir. Alors Hilda décide d'aller enquêter sur tout ça, et en allant à la bibliothèque, on découvre que ça serait un fantôme, qui serait attaché à un objet présent chez elle. Et oui, on parle du livre qu'elle s'est fait voler, et ça tombe bien, puisque sur la page, il y avait un nom, un certain Craigie Williams. Alors le soir même, il se dirige dans le cimetière pour aller déterrer le fantôme. Il fait justement son apparition. C'est d'ailleurs ici qu'on apprend qu'il adorait ce livre, et qu'il venait tous les soirs pour le feuilleter. Alors pour remercier Frida d'en prendre soin, il rangeait sa chambre puis repartait. Sauf que comme quelqu'un l'a volé, il n'avait plus aucune raison d'y retourner. Et d'ailleurs la personne qui l'a volé, c'est elle. Et pour le récupérer, ils vont devoir faire de la lutte. Bon, je vais pas mettre du suspense, ils se sont fait arracher, je crois que c'est le mot. Je n'aimerais dire ça, mais c'est un peu une humiliation là. Donc compliqué. Nos amis ont littéralement tout perdu. Enfin, surtout Frida, qui a perdu son fantôme personnel, au genre de chambre, mais aussi son livre préféré. Au-delà de ça, je crois qu'ils ont aussi perdu une amitié. Désolée d'avoir essayé d'aider. Je regrette que t'aies emménagé ici. Allez, viens, David. Allons-nous-en. Tu pourrais juste apprendre à ranger ta fichue chambre.
On retrouve Hilda quelques jours plus tard, démoralisée. En fait, ça fait plusieurs jours qu'elle n'est pas sortie. Le fait qu'elle se soit embrouillée avec son ami la mine. Mais là n'est pas vraiment le sujet, puisque dehors c'est l'hécatombe. Les éléments se déchaînent de façon totalement aléatoire. Et même la météorologue Victoria Von Gale, qui était jusque-là étonnamment précise, semble se perdre. Et si ce n'était pas assez, le grand corbeau arrive pour s'abriter chez Hilda. Et en parlant d'Hilda, elle est bien déterminée à comprendre ce qu'il se passe. Alors elle emmène le grand corbeau et David avec elle pour aller voir Victoria Von Gale à sa station. Et en arrivant là-bas, il semblerait qu'elle cache quelque chose. Bon, déjà on apprend qu'elle a la possibilité de contrôler la météo, et donc c'est pas du tout ce que vous pensez. Elle ne peut changer la météo que localement, soit au-dessus de sa station. Mais surtout, la chose qui est derrière tout ce déluge, c'est plutôt des choses, soit les esprits du temps. Alors Hilda et le grand corbeau décident d'aller leur parler. Et pendant ce temps, David veut aider, alors il s'infiltre dans une pièce que Victoria ne voulait pas leur montrer. Et d'ailleurs, les esprits du temps ont tendance à se prendre la tête dès qu'ils se croisent. Ils ne s'entendent pas, et c'est pour ça qu'il y a des tempêtes. Alors Hilda décide de fluidifier le débat en les obligeant à s'écouter. Et ça marche, ils ne sont plus énervés. Enfin là, il y en a un qui reste et qui vient soudainement de se rappeler pourquoi il était venu. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas content. Hilda et le grand corbeau sont alors de retour à la station météo et on apprend que c'est Victoria qui l'a amené ici pour essayer de comprendre son fonctionnement et pouvoir potentiellement utiliser ses pouvoirs pour contrôler la météo. Mais pour ça, elle a bien dû faire quelque chose pour l'attirer. Et c'est pas très joyeux, puisque quand David est sorti de cette pièce, c'est le déchaînement et ils doivent s'enfuir. Mais Hilda refuse et entre dedans. On y trouve l'enfant de l'esprit du temps enfermé et Hilda décide de le libérer, détruisant la station alors même qu'elle était à l'intérieur. Bon, vous inquiétez pas, ça reste un dessin animé principalement destiné aux enfants. Elle n'est pas morte, mais sur l'esprit du temps. Bon, elle finit quand même par chuter en plein milieu de la nature. Heureusement pour elle, elle tombe sur le bonhomme en bois qui joue au poker. Alors il pourrait l'aider. D'ailleurs, il y a un elfe qui lui propose d'envoyer une lettre à sa mère, puisque le service de lettres des elfes, c'est un autre niveau. Mais le bonhomme de bois a misé Hilda et il l'a perdu. Donc elle appartient désormais à ce géant, qui l'emmène dans cet arbre avec énormément de richesses. Mais le bonhomme de bois arrive rapidement pour la sortir de là. Mais en fait, c'était juste un stratagème pour soi-disant récupérer ce qu'il avait perdu. Mais en vrai, il en profite pour prendre d'autres trucs, sauf qu'ils se font rapidement remarquer et se retrouvent à devoir s'enfuir. Ah oui, parce que le bonhomme de bois ne sait plus où il est. Mais la nuit tombe et ils doivent faire une pause pour se reposer. Sauf qu'une lumière attire leur regard, une maison. Et en entrant à l'intérieur, c'est étrangement ressemblant à quelque chose qu'on connaît déjà. Mais pendant ce temps, Alfur, Brindille et le gros corbeau partent à sa recherche. Mais le lendemain matin, on remarque rapidement que cette maison a la capacité de créer tout ce que l'on désire. Ouais, c'est stylé. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que la porte ne s'ouvre pas. La maison ne veut pas qu'ils partent. Mais notre petit groupe arrive à retrouver la maison, sauf qu'ils laissent la porte se fermer. Et sont donc aussi bloqués. C'est alors qu'Hilda a une idée. Pousser la maison dans ses retranchements et donc lui demander toujours plus de choses. Mais Hilda en a un peu marre. Oh, écoute, sale cabane égoïste, tout ce que je veux, c'est un moyen de rentrer chez moi. Une porte vers chez elle apparaît donc, ils peuvent sortir. Bon, par contre, tout ce qui a été créé par la maison disparaît, faut pas abuser non plus. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que malgré ce qu'elle veut croire, Trollbourg c'est aujourd'hui chez elle. Quelques temps plus tard, on retrouve Hilda et David à une réunion de scouts. Mais Frida n'y est pas, alors ils décident d'aller la voir, mais elle semble différente, comme si elle ne voulait pas qu'il soit là. Et ce pour une raison, elle les a remplacés. Elle a désormais une nouvelle amie bien relou au passage, carrément elle me tend rien qu'à la regarder. Mais là n'est pas la question, puisqu'une rumeur circule sur une soi-disant bête qui rôderait dans la ville. Hilda, elle a trouvé un nid sur le trottoir. Ce sont des créatures qui habitent dans les maisons pour voler des objets. C'est pour ça que des fois on perd des choses. Sauf que Johanna refuse que sa fille s'en approche. Mais Hilda a de la compassion pour lui. S'il est ici, c'est qu'il s'est fait repérer et virer de son ancienne maison. Mais le lendemain, elle décide de repasser voir Frida qui ne lui ouvre pas. Ou tout du moins c'est sa nouvelle amie qui refuse. Alors elle rebrousse chemin, triste, mais elle retombe sur le Nice, qui s'appelle d'ailleurs Tontu. En fait, il a été viré de son ancienne maison parce qu'il aurait tout ravagé. Sauf qu'il affirme que ce n'est pas de sa faute. Et Hilda le croit. D'ailleurs, ils vivent dans des endroits cachés, le vide non utilisé d'une maison, genre l'espace entre les murs et l'armoire. Enfin, c'est surtout des entrées vers une dimension où ils peuvent vivre. Alors elle décide de le ramener chez elle. Si elle avait un Nice dans sa maison, elle le saurait, non? On joue pas sur le suspense, il y en avait bien un, et ils se mettent à se battre. Et bien sûr, c'est Tontu qui se fait prendre. Mais Hilda, quant à elle, doit aller faire du camping avec les scouts. Et bien sûr, Frida n'est pas là. Elle a une soirée avec sa nouvelle amie. Les scouts, quant à eux, doivent trouver des balises pour obtenir un nouveau badge. Mais ils doivent entrer avant la nuit. Bien sûr, David et Hilda ne peuvent s'empêcher de se mettre dans des situations pas possibles. Et en se baladant dans la forêt, ils finissent par tomber sur Tontu, qui s'est réfugié ici, ne trouvant sa place nulle part. Et après une petite discussion, ils doivent retourner au camp. Mais Hilda lui a promis de lui ramener à manger. Alors pendant la nuit, elle y retourne avec David. Il ne trouve pas Tontu, mais tombe sur un groupe de maras avec Frida. Sauf qu'ils finissent par se faire remarquer. Et David a un sursaut de confiance en lui. C'est du jamais vu. Tu es ma meilleure amie. Tu t'es toujours occupée de moi quand j'avais peur. Mais j'ai pas peur maintenant. Et j'ai surtout pas du tout peur de toi. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de vous? Vous n'avez rien de mieux à faire que rester là à traîner et vous comporter méchamment avec les gens dans leur dos. Vous êtes des pestes.
Dommage que ce joli discours ait été gâché par l'arrivée de la bête. Tout le monde se met à courir et les scouts sont ramenés chez eux. Mais quelque chose continue à tracasser Hilda. Bon déjà c'est bientôt la remise des badges et elle en a 0. Mais surtout elle pense à Tontu. Il pourrait être en danger. Le lendemain notre petit groupe se rassemble et oui c'est le retour de Frida. Elle a pris conscience que sa soi-disant amie ne l'était pas vraiment. Surtout qu'au premier couac, elle l'a lâché. Mais bref, pour obtenir un badge, ils vont demander des objets chez les gens pour pouvoir les revendre et financer les scouts. Comme ça permet à Hilda d'avoir son premier badge et en plus elle peut chercher Tontu. Sauf qu'en faisant ses recherches, on voit que beaucoup de nids ont été virés, affirmant tous ne pas en être à l'origine. Bon ça c'est bien beau, mais elle en a oublié de se présenter à la chef des scouts, donc elle n'a pas pu obtenir ce badge. Bon au moins le lendemain elle a retrouvé Tontu, caché dans la poubelle de son ancienne maison. Sauf qu'elle ne le croit plus vraiment. Si tout le monde affirme qu'ils n'ont rien fait, qui croire? Le problème c'est que là c'est l'heure de la remise des badges, et bien sûr Hilda n'a rien eu. À part un Tontu qui sort du plafond avec la bête. Et après être passé par beaucoup trop d'endroits, le nice de la maison d'Hilda vient défendre ce qui lui appartient. Sauf que tout ça est de sa faute. La bête est un chien qu'il avait recueilli quand il était petit. Mais quand ses parents l'ont découvert, ils lui ont pris, et depuis il ne s'était jamais revu. C'est lui qui faisait tous ses dégâts, puisqu'il savait comment voyager dans la dimension des nids. Bon le problème là c'est que la patrouille de sécurité encercle la maison pour le tuer. Alors avec l'aide de notre petit groupe, ils arrivent à le faire sortir de l'enceinte de la ville. Mais quelque chose d'étrange se passe. Le chien et le nid ont disparu. Nul ne sait où ils se trouvent. En fait, si on sait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était autrefois une petite maison confortable. La fille qui vivait ici s'est liée d'amitié avec un géant. J'imagine que ça va lui servir de leçon. C'est peu probable. Au moins Tontu a une nouvelle maison. La saison 2 commence avec Hilda qui sauve un elfe, sauf qu'elle se retrouve en dehors de l'enceinte de la ville en poursuivant cette chose. Mais heureusement pour elle, plus de peur que de mal. Et une fois tout ça réglé, c'est l'heure de l'interrogatoire. Mais Hilda est pas très bonne menteuse. Après, quelle meilleure diversion que la patrouille de sécurité de Trollbourg. En fait, elle a gagné un concours d'écriture sur les trolls à l'école. Du coup, elle peut les suivre pendant la journée. Alors aujourd'hui, elle loupe les cours. Et après être entrée dans ce dirigeable, on fait la connaissance d'Eric Alberg, le descendant de celui qui a bâti cette ville. Je vous présente officiellement le mec le plus détestable de toute la série. Un homme imbu de lui-même qui utilise son pouvoir pour se faire bien voir, quitte à mettre en danger ce qu'il est censé protéger. Heureusement, la chef adjointe Garda remonte un peu le niveau. Enfin, pour pouvoir le remonter, il faudrait déjà la laisser agir. Et ça, c'est plus compliqué. Après être passé dans une tempête, il décide de redescendre. Ouais, disons qu'ils sont quand même passés à deux doigts de la mort à cause des ordres d'Alberg. Il se retrouve donc à l'extérieur, et en voulant faire une photo de lui-même pour les médias, Alberg n'a pas vu que le soleil se couchait, et ça n'a pas manqué. Ils se sont fait attaquer par les trolls, et n'ont donc eu d'autre choix que de passer par les tunnels des Vitras. Et après s'être échappé, Alberg s'est directement vanté à la télé. Et bien sûr, le lendemain, il a dépêché une équipe pour reboucher les tunnels des Vitras, en tuant un bon nombre au passage. En voyant ça, Hilda décide d'aller voir le roi des rats pour obtenir un secret qui pourrait nuire à Alberg. Mais pour ça, il lui demande un sandwich pourri, provenant d'une poubelle à côté du port. Alors elle s'y dirige, et en entrant dans le restaurant pour connaître l'emplacement des poubelles, elle y trouve le bonhomme de bois en train de jouer au poker. Étonnant. Sauf qu'il gagne tout, et ça les marins ne sont pas contents. Alors après une petite négociation, ils se font éjecter du restaurant, direction les poubelles, bingo. Sauf que ces marins étaient vénères, justement parce qu'ils venaient de perdre leur bateau. Le bonhomme en bois se fait rencontrer les Draugen, des fantômes de la mer, alors Hilda lui propose de l'accompagner. Et c'est parti pour une nouvelle aventure, mais le problème, c'est qu'il fait trop beau pour qu'ils apparaissent. Alors Hilda va voir un esprit du temps pour lui demander de mettre un peu de pluie, ce qu'il refuse, mais quand on s'attaque à l'ego, là ça change tout. Le bateau des Draugen apparaît au loin, et étonnamment ce ne sont pas de méchants pirates. Enfin je corrige, ce n'était pas de méchants pirates, puisque le bonhomme en bois a eu la merveilleuse idée de leur voler leur sextant. Ah bah oui, c'était pas pour les aider qu'il voulait les voir, il voulait simplement refaire sa déco. Bon, le problème maintenant c'est qu'ils vont tous mourir, à moins que... La tradition dit que si un marin prisonnier peut battre les Draugen dans une course qui les ramène chez eux, alors il doit être libéré sur le champ. Sauf que c'est pas si simple. Leur bateau peut voler, donc compliqué. Heureusement pour eux, je crois qu'Hilda s'est fait un pote qui contrôle le temps. Ils finissent alors par gagner la course, mais le bateau des Draugen ne s'arrête pas. Le bonhomme de bois est toujours déterminé à avoir le sextant. Alors ils se font poursuivre jusqu'à ce qu'Hilda ait l'idée d'aller au cimetière pour réveiller les fantômes. Et bingo, il s'agissait d'une course qui les ramenait chez eux, et ces Draugen proviennent de Trollbourg. Les morts présents ici sont de leur famille, alors ils sont heureux de se revoir et se transforment peu à peu en véritables fantômes. Ils sont donc enfin réunis. Mais c'est à ce moment qu'Alberg arrive, affirmant que c'est lui qui a vaincu ces fantômes. Sauf qu'Hilda n'a pas pu obtenir le secret qui pourrait le discréditer à temps. À moins que... Le roi des rats vient lui parler et étonnamment... Nous avons beaucoup creusé. Oh, crois-moi, nous avons essayé. Mais même nos meilleures sources n'ont rien pu trouver d'intéressant. Cet homme est parfaitement irréprochable. Merci pour le sandwich. Ça va être plus difficile que je ne pensais.
Quelques jours plus tard, on retrouve Hilda et Frida à la bibliothèque. Il est impossible de trouver la bibliothécaire. Alors elle se dirige vers le passage secret et remarque que dans le passage secret, il y a un passage secret, et ça plusieurs fois de suite, jusqu'à arriver dans la tour des sorcières. Ouais, c'est Poudlard. On retrouve d'ailleurs la bibliothécaire qui ouvre un portail. Nos deux amis la suivent, et c'est alors qu'ils tombent dans une grande salle, avec 3 sorcières, qui semblent être celles qui dirigent tout ça. Mais le problème maintenant, c'est que la bibliothécaire est en danger de mort, juste parce que quelqu'un n'a pas rendu un livre. Leur loi, c'est qu'en gros, au-delà de 30 ans, la bibliothécaire devient responsable du livre non rendu. Et bien sûr, c'est à ce moment que nos deux amis décident d'intervenir. Du coup, maintenant, les 3 risquent d'être condamnés à tomber dans le vide. Nos 3 protagonistes n'ont donc plus que 2 heures pour régler tout ça. Mais la personne qui détient ce livre est difficile d'accès. Pour l'atteindre, il faut passer plusieurs épreuves d'un immense labyrinthe. Et comme si ça ne suffisait pas, il est tellement difficile que personne n'a réussi à arriver au bout. Mais heureusement que Frida est là, elle semble avoir un sens de l'observation incroyable. Et après quelques épreuves, elles arrivent enfin au boss final. La bibliothécaire demande alors à Frida et Hilda d'aller voir la sorcière pour récupérer le livre, pendant qu'elle retient le monstre. Et ouais, la sorcière, c'est Tildy, la vieille dame de la rue. Alors ça, pour le coup, je ne m'y attendais pas. Bon, le problème n'est pas réglé pour autant, puisque Tildy ne retrouve pas son livre. Et d'ailleurs, la bibliothécaire, qui s'appelle en réalité Kaisa, était l'élève de Tildy. Et le soi-disant monstre, c'était juste un jardinier. Et pendant ce temps, l'animal de compagnie de Tildy se fait son meilleur repas avec de la pelote de laine, et en appuyant un peu dessus, ouais, c'est une folie d'avoir mangé autant de trucs. Et bien sûr, le livre était dedans. Alors nos amis peuvent aller retourner voir le conseil des sorcières, sauf qu'ils ont dépassé le délai d'1 minute et 52 secondes. Du coup, c'est direction le vide. Ouais, c'est une dinguerie. Et le pire, c'est qu'elle cherchait juste un prétexte pour nourrir le néant et le tenir à distance. Et à force de le laisser ouvert trop longtemps, ce qui devait arriver arriva, nos 3 protagonistes se retrouvent bloqués. Enfin, Frida a peut-être une idée. Elle utilise un sort pour ouvrir le labyrinthe, et utiliser les plantes qui étaient dans la première salle, elles ont la capacité de se dédoubler lorsqu'on les coupe. Et le néant est quelque peu dépassé, ce qui leur permet de pouvoir remonter. Après tout ça, il est facile de remarquer que dans nos deux amis, il y a une sorcière en devenir. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Frida? Qui ça? Moi? Mais ça n'empêche pas qu'elle reste une ado, et notamment une scout. Puisqu'aujourd'hui c'est camping en équipe. Une fois arrivé, il commence à se balader dans la forêt, mais David est nerveux. Il semble même quelque peu en décalage avec Frida et Hilda, qui elles sont plus sûres d'elles, et n'ont pas peur de prendre des risques. Leur objectif ce sont les pierres hurlantes, mais il commence à faire nuit, et ils montent leur tente. Mais avant de s'endormir, les filles se racontent des histoires effrayantes, et David lui est pas trop dans le mood. Alors il sort, et Brandy vient le rejoindre. Il a l'impression d'être un poids pour le groupe. Comme il a à peu près peur de tout, il force ses amis à prendre des détours. Alors il décide qu'à partir de maintenant, il sera courageux. Mais il glisse et se prend un arbre. Il se réveille alors dans une sorte de grotte peuplée par des vikings, ils l'ont soigné et lui demandent d'être leur messager. Leurs ennemis ont un médaillon qui permet de ne plus avoir peur, pile ce qu'il faut à David. Alors il accepte et un combat se lance. Le camp adverse a peut-être le médaillon, bah ils sont moins organisés et surtout ils ont pris un peu trop la confiance. Les vikings ont donc pu le récupérer et David peut alors en profiter. Et ce qui est sûr, c'est que ça a fait son effet, puisque dès le lendemain, il va réveiller les filles pour partir voir ses pierres hurlantes. Mais il prend des risques inconsidérés que même Hilda ne prend pas. Et David se met à raconter ses exploits, montrant les corps de ses ennemis vaincus. Mais quelque chose cloche, une créature vient les soigner. En voyant ça, David se dirige vers son clan pour les avertir et il se prépare au combat. Sauf que les vikings ont perdu, y compris David qui s'est fait couper la tête. La seule solution est désormais d'appeler l'homme des marais aux pierres hurlantes pour le soigner. Et c'est ici que l'on apprend que s'il fait tout ça, c'est parce qu'on lui a volé son médaillon, alors il soigne tous les soirs le camp perdant. Les vikings sont donc destinés à se combattre pour toujours. Mais alors pourquoi ils ne le récupèrent pas alors qu'ils pourraient très honnêtement le faire? Et bien en fait, ne pas avoir peur, c'est pas dingue. Parce que la peur c'est aussi ce qui nous permet de réussir. Si ceux qui possèdent le médaillon périssent toujours, c'est justement parce qu'ils ont trop confiance en leur capacité pour réfléchir à une stratégie. Bref, ils soignent tout le monde. Ah, et David a été monté à l'envers, mais pas de problème. Sauf qu'il semblerait que les vikings soient maintenant devenus accros à se tuer mutuellement pour se soigner. Ouais, c'est définitivement bizarre. On retrouve nos 3 amis pour une autre mission scout. Ils doivent trouver une paruline à tête rouge. Un oiseau quoi. Et ça tombe bien, puisque de gros bulldozers détruisent la forêt, forçant les oiseaux à fuir. D'où le fameux paruline à tête rouge. Ouais non, en fait, ça tombe pas si bien. Mais en suivant l'oiseau, il tombe sur Victoria, qui a repris un moulin pour recueillir les animaux. Ouais, le changement professionnel est un peu brusque, mais le plus fou, c'est qu'elle a un Nice. Et pas n'importe quel Nice. Parce qu'elle a créé elle-même. Bon, ça n'a pas l'air de les gêner plus que ça, mais David reste sur ses gardes. Et Frida propose son aide pour aider Victoria à réparer son moulin. Comme ça, ils pourront obtenir plein de nouveaux badges. Alors il s'exécute, mais le Nice n'arrête pas d'embêter David. Et une fois tout ça fini, pendant un petit goûter, David qui allait chercher des gâteaux, trouve des documents plus qu'étranges. Mais après ce goûter, Victoria leur offre un cadeau pour les remercier. Et autorise Frida à prendre le livre qu'elle veut. Étonnamment, il y a beaucoup de livres sur la magie noire, mais bon, non, en vrai ça étonne qui. Mais bref, David et Hilda rentrent chez eux, pendant que Frida cherche son livre. Mais de retour chez lui, David se fait attaquer par le Nice, qui souhaite récupérer les documents. Mais heureusement, David a réussi à garder une page et va voir Hilda. On apprend à l'aide de Tontu qu'elle n'a pas créé ce Nice, elle l'a fait apparaître. Son véritable but est d'atteindre l'espace caché, l'endroit où vivent les Nice. Alors nos 3 amis se dirigent vers le moulin, sauf que Frida a pris un peu trop de temps à trouver son livre et elle se retrouve ligotée, pendant que Victoria utilise son Nice pour ouvrir un portail. Hilda part la rejoindre pour lui demander d'arrêter tout ça. Sauf que laisser ouvert un portail risque d'aspirer le monde dans la dimension. Et si ce n'était pas assez, un autre portail s'ouvre.
retour. Portail que Victoria décide d'emprunter, et Hilda et Tontu quant à eux sont de retour dans le moulin. Mais Victoria, elle, semble seule dans une dimension inconnue. Albert quant à lui a décidé d'accentuer la présence des cloches qui permettent de faire fuir les trolls, mais ça a aussi tendance à déréguler tout l'écosystème autour. Et le problème, c'est que ce ne sont plus les maîtres des cloches qui s'en occupent, mais un robot. Et pour Hilda et notre petit groupe, c'en est trop. Ils décident alors de s'introduire dans le bâtiment de la patrouille de sécurité pour y mettre un terme, pendant l'annonce même de l'automatisation des cloches du mur. Hilda, avec l'aide du dernier maître des cloches, réussit finalement à détruire le système. Mais ce n'est qu'une bataille de gagner, puisque suite à ça, Albert a pris la décision de tester toutes les cloches, y compris celles présentes dans l'océan, ce qui a réveillé un énorme monstre. Et bien sûr, ce monstre a rapidement fait des dégâts. Albert, quant à lui, rejette la faute sur le Verfeuille, alors David, Alfur et le clan de Bartel viennent pour l'aider, pendant qu'Hilda et Frida essaient de comprendre ce qu'il se passe. Mais rapidement on découvre que le monstre et ses enfants se nourrissent du bois des bateaux. Mais malheureusement pour eux, les bateaux de la patrouille ne sont pas tellement en bois. Et d'ailleurs cette créature, c'est l'île où vit le Verfeuille. Alors pour raisonner le Kraken, Frida utilise ses pouvoirs pour communiquer avec lui, et lui montrer l'emplacement d'épaves de bateaux pirates. Alors il finit par partir, au passage il détruit la cloche située sous l'eau. Mais en rentrant chez elle, il se pourrait qu'Hilda ait quelques problèmes. À force de constamment dissimuler ce qu'elle fait, sa mère s'inquiète, et finit même par l'interdire de sortie. Mais alors qu'elle était partie faire un truc pour le travail, Hilda regarde par la fenêtre, et voit son voisin Peter ouvrir un magazine et se téléporter pour revenir la seconde d'après. Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors elle descend dans le hall et trouve un carton devant la porte de son voisin. En l'ouvrant, on découvre plein de magazines, et en le feuilletant, Hilda et Alfur se retrouvent projetés dans le passé, mais avec plein de versions de Peter. Alors elle reste discrète, mais en s'infiltrant dans une soirée, elle voit un homme et une femme qui font connaissance, et ils passent un bon moment. Mais lorsqu'ils doivent se quitter, Peter semble triste, mais Hilda finit par se faire repérer, et tous les clones la suivent, jusqu'à ce qu'elle rouvre le magazine et revienne dans le hall. Sauf que son voisin sait ce qu'il s'est passé, alors il l'invite chez lui, en fait sans savoir pourquoi. En ouvrant ce magazine, il est transporté au moment où il a rencontré une femme fabuleuse, mais étant trop timide pour agir, il n'a jamais pu ne serait-ce que connaître son nom. Alors depuis qu'il a découvert tout ça, il ne cesse d'acheter ce magazine, pour lui permettre de revivre ce moment douloureux, oui, mais surtout heureux. Comprenant tout ça, Hilda décide de retourner dans le souvenir pour essayer de changer les choses, et elle y arrive, redonnant espoir à Peter du passé. Et c'était justement le coup de pouce qu'il lui fallait. Sauf que jouer avec le temps, c'est rarement une bonne idée. Et un verre temporel vient détruire les versions du voisin, qui représente d'ailleurs toutes les fois où il est venu. Mais ça veut aussi dire qu'Hilda a aussi ses versions, et après une immense course-poursuite, elle est la seule version à exister et à pouvoir s'échapper. Ils sont donc de retour dans le monde réel, mais pas sortis d'affaire pour autant, puisque le verre temporel est cette fois-ci là pour effacer Hilda, puisqu'elle ne devrait juste pas exister. Elle est la version d'elle-même qui a un voisin alors que ça ne devrait pas être le cas. Surtout que la femme que Peter avait rencontrée, c'était Tildy. Et chez elle, on retrouve la version d'eux qui ont vécu ensemble. Mais la vraie version, c'est pourquoi ce magazine fait tout ça. En fait, quelques temps après qu'elle soit partie, elle a voulu retrouver Peter, mais la seule chose qu'elle a vue, c'était son magazine. Alors elle a décidé de l'enchanter au cas où il reviendrait, pour leur permettre de se retrouver. Ouais, c'est quelque peu extrême comme réaction, mais maintenant c'est soit Hilda, soit le couple qui doivent se sacrifier. Et c'est finalement Peter et Tildy qui décident de se faire manger par le ver, puisque le destin a voulu qu'ils ne se recroisent pas. Ouais, c'est triste, et c'est d'autant plus triste que Tildy, en raccompagnant Hilda chez elle, croise Peter. Peu après, on retrouve Brindy dans un monde étrange, presque féerique, mais c'est un rêve. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est qu'avec tout ce qu'il se passe dans sa vie, Hilda semble quelque peu le délaisser. Mais lui continue de faire ses rêves, alors un soir, il décide de partir. Mais le lendemain, Hilda et sa mère s'inquiètent, alors avec l'aide d'Alfur, ils apprennent qu'il aurait été vu en dehors du mur. Elle s'empresse donc d'aller le chercher, mais quant à lui, il est poursuivi par un loup qui compte bien en faire son goûter. Mais c'est aussi ici que l'on apprend comment ils se sont rencontrés. Brindy était coincé sous des rochers et Hilda l'a sauvé. Mais lorsque sa mère est arrivée, Brindy a préféré s'enfuir. Mais le Brindy du présent semble continuer d'être attiré par un endroit et passe par cette falaise bien dangereuse, d'autant plus qu'il continue de se faire poursuivre par le loup. Mais heureusement, quelque chose me dit qu'il n'aime pas l'eau. Quelque temps plus tard, Hilda et sa mère passent aussi par là et se rappellent que petite, Hilda avait justement chuté à cet endroit et que Brindy avait fait son apparition pour la sauver. Mais maintenant elle a grandi et mère et fille peuvent passer de l'autre côté, sans gros problème. Ah, j'ai dit sans grand problème? Bon, juste le loup qui veut rien lâcher. Mais Hilda, qui avait pris de l'avance, fait équipe avec Brindy pour, disons que le loup ne soit plus qu'un lointain souvenir. Mais des aurores boréales apparaissent au loin et en suivant Brindy, on rencontre toute sa famille. Les renards cerfs sont des animaux magiques super rares. Beaucoup de gens n'en ont jamais vu dans leur vie. Ils viennent sur Terre de temps en temps et retournent dans le ciel. Mais pourquoi Brindy s'est-il retrouvé sur Terre? Alors qu'il devait suivre ses parents, il a entendu Hilda crier au loin et est venu la secourir lorsqu'elle était au-dessus du gouffre. Mais le temps qu'il la sauve, les aurores boréales avaient disparu. Sauf qu'aujourd'hui, c'est différent. Brindy a toujours été là, sans rien demander, il ne parle pas, mais pourtant son comportement dit beaucoup de lui. Il a maintenant l'occasion de vivre sa vie comme il l'aurait dû, en compagnie des siens. Mais en suivant son orbe, elle lui montre quelque chose, Hilda. Et en parlant d'Hilda, elle est dévastée. On n'a plus de maison, plus de montagne, notre vie n'est plus ici, et maintenant Brindy est parti aussi. Brindy, arrête, je suis pas d'humeur. Brindy!
Brady est de retour, peut-être qu'en réalité ils étaient bien plus lits qu'ils le pensaient. Quelque temps plus tard à Trollbourg, c'est le festival d'hiver, et nos amis ont préparé de la soupe pour les scouts, et grâce au pourboire, ils devraient pouvoir acheter un cadeau à offrir. Mais avant tout ça, ils tombent sur une maison étrange, avec des lutins. Ils recherchent les enfants qui n'ont pas été sages, pour savoir ceux qui n'auront pas de bonbons. Hilda leur propose alors de venir au festival, puisqu'il y a un peu toute la ville. Sauf qu'ici on retrouve Trevor, l'adulte qui avait jeté une pierre sur le grand corbeau, et je crois qu'il ne s'en est toujours pas remis. D'ailleurs toute sa famille semble détester Hilda. Bon, après avoir ravagé le stand de soupe avec des boules de neige, disons que c'était pas la meilleure des idées. D'autant plus que le lendemain, pouf, disparu. Sauf qu'on comprend rapidement que ces lutins ne sont pas si sympas, puisqu'ils enlèvent les gens pour éviter de se faire manger par l'ogresse Grilla. En gros ils ont fait des bêtises, et ont passé un marché avec elle pour lui trouver d'autres enfants. Sauf que là ils ont quand même pris la mère d'Hilda avec eux, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Les lutins ont adoré la soupe, alors pourquoi pas l'ogresse? Donc la stratégie c'est de remplir les sacs de soupe. Ouais, plan particulièrement bancal, mais vous savez quoi? Étrangement ça a vachement bien marché. Et l'arbre peut donc s'illuminer, ce qui est sûr c'est que c'est vraiment magnifique. De retour chez eux, il semblerait que les souris soient toujours là. Et après avoir percuté cet homme, elles se sont liées à lui. Il s'est retrouvé extrêmement chanceux, et a même fini PDG de Jort, des sortes de chips. Mais tout ça c'est bien évidemment à cause, ou grâce, tout dépend du point de vue. Mais bref, c'est de la faute des souris qui se sont reproduits et dirigent maintenant toute l'entreprise. Bien sûr, le conseil des sorcières sont de nouveau à deux doigts d'emmener Hilda dans le vide. Décidément, ça devient effrayant là. Faut vraiment les enfermer. Et bref, avec l'aide de Kaisa, notre petite équipe se met en mode Ghostbuster et finit par tous les récupérer pour les ramener au conseil. Et bien sûr, on commence à avoir l'habitude s'ils y arrivent pour les empêcher de jeter tout ce beau monde dans le vide. Alors même qu'ils ont quand même réglé le problème. D'ailleurs, une petite incantation, et cette fois-ci, les souris ont disparu pour de bon. Il y a juste Hilda qui doit porter des moustaches de souris pour le reste de la journée. Mais un jour, alors qu'Alfur se réveillait, il apprend qu'il doit se faire remplacer. Et ce pour une raison, les elfes ne croient pas en ses rapports. Même si à vrai dire, ils sont tellement palpitants que ce sont ceux qui sont les plus demandés. Alfur c'est devenu une star sans le savoir. Mais le problème c'est que c'est tellement fou qu'en lieu on ne croit pas en la véracité de ses rapports. Mais Hilda elle refuse et il y a une petite idée. Ils font appel au clan de Bartel pour faire passer Alfur pour quelqu'un d'autre. Bon après c'était clairement pas la meilleure des personnes à prendre. Mais bon tant pis. Le seul problème c'est qu'elle a fini par s'énerver et Alfur n'a eu d'autre choix que d'intervenir et de se résoudre à devoir rentrer chez lui. Sauf qu'au dernier moment, il refuse et s'enfuit. Tout le monde se met donc à sa poursuite jusqu'à ce que ceux amenés pour le ramener en terre elfique se retrouvent enfermés dans un phare miniature. Le truc c'est que ceux qui les ont enfermés, c'est la patrouille de sécurité de Trollbourg. Donc ouais compliqué, Hilda, Alfur et la personne qui doit prendre sa place décident donc de s'infiltrer dans le bâtiment, mais impossible d'atteindre le phare. Par contre c'est Gerda qui est chargée de mener l'interrogatoire et Alfur en profite pour se faire passer pour un esprit membre de la patrouille de sécurité des esprits, venant chercher les malandrins qui ont causé pas mal de problèmes au marché. Je rappelle que comme ce sont des elfes, ils sont invisibles pour tous ceux qui n'ont pas signé le contrat. Mais bref, étonnamment ça marche. Enfin ça marche surtout parce qu'Alfur montre du respect et de la gentillesse à Gerda, qui est surtout chargée à la base de répondre aux caprices d'Alberg. Tout est alors réglé, mais Alfur doit quand même partir. Enfin peut-être pas, puisque son successeur décide de faire un formulaire de confirmation de témoins qui globalement permet d'attester que les rapports d'Alfur sont véridiques, lui permettant de pouvoir rester aux côtés de ses amis. On retrouve nos amis en train de faire des tests pour aider Frida à prendre un sort d'invisibilité. Sauf que c'est disons un peu compliqué. En gros les sorcières donnent une liste de sorts potentiels, mais il n'y en a qu'un seul qui fonctionne. Sauf que pour celui-ci c'est plus compliqué. Il leur faut de la poudre de l'ancien château de Trollbourg qui se situe en dehors de la ville. Alors Hilda propose d'y aller avec Brady, et honnêtement c'était plutôt facile. Sauf qu'en rentrant sa mère refuse qu'elle retourne chez Frida tout de suite parce qu'elle souhaiterait faire une soirée entre filles. Alors ça dégénère rapidement, et Hilda va dans sa chambre. Mais toujours déterminée à rejoindre son amie, elle demande à Tontu de la faire passer par sa dimension, mais alors qu'elle y était presque, Johanna arrive et lui tient la main. Sauf que rester dans cet état trop longtemps, c'est jamais bon signe. Et mère et fille se retrouvent dans une sorte d'entremonde, le même où avait été l'ancien Nice avec son chien. Elle n'y reste d'ailleurs pas bien longtemps, puisqu'elle se retrouve téléportée sous terre. Mais en continuant d'avancer, on comprend qu'ils sont à l'intérieur d'une montagne, le lieu de vie des trolls. Donc pour les humains ici c'est dangereux. Mais désireux de protéger sa fille, Johanna tient tête à un troll qui semble maintenant la respecter. D'autant plus qu'il, ou plutôt dirais-je elle, a un enfant qu'on va appeler Baba. Mais après s'être caché dans des provisions, on comprend que les trolls ne sont pas si méchants. Ils sont nombreux à se rassembler la nuit pour prendre un repas ensemble. Mais malheureusement tous les trolls ne sont pas si gentils, puisqu'ils viennent les déranger pour voler leur nourriture. Mais petit problème, Brady n'a pas réussi à sortir des provisions, et Johanna n'a d'autre choix que de suivre ce troll. Mais elle se retrouve rapidement enfermée dans son antre, sans moyen de s'échapper. Sauf que demander à Hilda de ne pas bouger, c'est comme demander à un humain d'arrêter de respirer. Ça ne dure pas bien longtemps. Alors elle se faufile dans la grotte et trouve justement une ouverture. Mais elle est fermée. Sauf que pas de problème, puisqu'il y a des limaces mangeurs de pierre, ce qui leur permet de pouvoir s'échapper, nous sans avoir mis en rogne le troll au passage. Une course poursuite se déclenche donc, mais alors qu'ils allaient se faire avoir, le troll du début et son enfant Baba vient les sauver et les emmène dans son antre. En réalité ils sont bel et bien gentils. Baba a même construit des statues d'eux, comme quoi la cohabitation n'est peut-être pas impossible. Elle leur propose même une couette pour la nuit. Mais pendant ce temps, nos autres amis n'ont pas chômé. Déjà David et Frida sont allés les chercher en dehors du mur, mais sont tombés sur la patrouille qui se sont écrasés. Heureusement pour eux ils ont un dirigeable en kit, mais ils n'ont pas tardé à se faire attaquer, et Frida n'a eu d'autre choix que d'utiliser un de ses sorts d'invisibilité sur Alberg. Et non, trop relou, il transforme en insecte maintenant. Bon sinon en vrai ça s'est plutôt bien passé.
passé, ils ont même partagé un repas avec un troll. Et Alfur quant à lui a utilisé ses contacts pour savoir où étaient les filles. Et finalement après s'être réveillé, le troll leur montre la voie grâce à cette flamme. Mais le méchant troll est encore là, et alors qu'ils avaient réussi à sortir, Johanna manque de se faire manger. Heureusement pour eux, le comité d'accueil était là pour les sauver. De retour à Trollbourg, Frida demande à Hilda si elle a quand même pu récupérer de la poudre du château, et la réponse est oui. Mais c'est surtout pour retransformer Alberg. Après peut-être qu'on aurait pu se mettre d'accord pour le laisser comme ça, non? Surtout qu'une fois de retour, il veut convoquer la presse pour utiliser David et Frida pour son image. En gros, on finit par le connaître, dire qu'il a combattu des trolls, sauvé des enfants, tout ça. Et bien sûr, il refuse. Du côté de chez Hilda, tout est aussi revenu à la normale. Mais chez les trolls, la mère troll échange les têtes des statues, et au réveil, c'est Baba qui est dans le lit d'Hilda. Et... Ah, comment je suis arrivée ici? Ce ne sont pas mes mains. Ce n'est pas mon visage. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hilda et Baba ont donc été inversés, et ça risque de poser pas mal de problèmes. Mais pour le moment, Hilda veut rentrer chez elle, alors elle tente de s'échapper, mais finit par tomber dans l'eau, la mère de Baba la sauve, et elle peut étrangement parler. Enfin, c'est plus complexe que ça. Comme Hilda est maintenant une troll, elle peut comprendre leur langage. Mais pour le moment, tout ça reste bien compliqué, et même si ce troll ne semble pas si méchante que ça, elle préfère s'enfuir. Mais du côté de Johanna, c'est pas simple non plus. Baba est déchaîné, carrément il écrit sur les murs là, et puis surtout il est incontrôlable, et met la maison sans dessus dessous. Et le défi maintenant, c'est de réussir à retrouver Hilda. Sauf qu'en parallèle, la patrouille de sécurité de Trollbourg inaugure une nouvelle arme capable de retransformer un troll en pierre en pleine nuit. Mais étant donné qu'Hilda est une troll, elle est maintenant encore plus en danger. Et en parlant d'Hilda, elle a un peu oublié que les trolls ne peuvent pas sortir le jour au risque de se transformer en pierre. Mais la nuit tombée, elle finit par se réveiller, sauf que les cloches sont dévastatrices. Elle comprend maintenant ce que ça fait. Mais bon, elle doit quand même trouver un moyen de régler sa situation, donc elle continue son chemin jusqu'à arriver devant une grotte, où se situe Balor, un troll qui est bloqué ici, notamment à cause de ce nombre de cloches juste insensé. Ah, il est aveugle aussi. Mais il semblerait qu'il ait le pouvoir de la retransformer. Mais ça ne sera pas gratuit. Dans un premier temps, il souhaite qu'elle lui apporte une boisson que les trolls font. Elle est d'ailleurs pas mal réputée, mais avant de partir, il lui conseille de faire confiance à la mère de Baba, puisque c'est la seule personne qui peut lui apprendre à vivre comme un troll désormais. Alors elle retourne la voir, et ils sont comme attirés par une sensation provenant de la ville. En réalité, c'est à cause de cette sensation que les trolls restent ici. C'est vrai que ça fait quand même des années que les humains font tout pour les faire partir, alors il aurait été logique qu'ils déménagent, mais pourtant ils sont de plus en plus nombreux à s'amasser autour de Trollbourg, justement parce que cette sensation les appelle. Mais bref, ça sera un mystère pour plus tard, puisque c'est l'heure de manger. Et bingo, il y a justement la boisson. Hilda en profite donc pour aller l'apporter à Balor. Cette boisson, c'est limite le Red Bull des trolls. Il est reboosté comme jamais, mais il a encore des choses à lui demander. Et sa prochaine mission sera de retirer les cloches. Sauf qu'elle aussi est un troll, donc elle en est sensible aussi. Mais après tout ça, elle retourne voir la mère de Baba, qui lui montre pas mal de choses dans la montagne. On apprend notamment que les trolls et les humains ne sont pas si différents. Dire que tous les trolls sont méchants a autant de sens que dire que tous les hommes sont gentils. Certains le sont, mais d'autres non. Et malheureusement, les actions les plus extrêmes sont souvent celles que l'on retient. Et non ceux des millions voire des milliards de personnes qui décident de ne pas agir par morale. Mais les hommes, eux, ont réussi à faire société, alors que les trolls se séparent en différentes tribus rivales. Mais pour autant, il y avait bien un troll qui a réussi l'impossible, unifier toutes ces tribus. Il avait même construit une sorte de capitale, mais l'idée avec laquelle il a pu rassembler était l'extermination des humains. Une attaque de grande ampleur pour récupérer la ville. Mais rapidement, cette idée a fait débat, et deux groupes se sont formés, menant alors une guerre civile, et l'ancien roi a été vaincu, avant de pouvoir mettre en place son plan. Comme quoi la paix peut parfois gagner. Au-delà de ça, dans cette montagne, les trolls vivent presque comme les humains, à la différence qu'ils font ce qu'ils ont envie, et non pas les obligations que nous pouvons avoir, comme travailler, devoir payer un loyer, ou ce genre de choses. D'ailleurs, comme il y en a qui ont du temps à perdre, ils collectionnent pas mal de trucs, dont un qui récupère de la literie, mais on en reparlera plus tard. En fait, si Hilda s'est retrouvée en troll, c'est parce que la mère de Baba a vu que sa fille n'était pas faite pour vivre avec les trolls. Elle est trop innocente pour ce monde, quelque peu violent. Alors quand elle a vu Hilda, une fille presque connectée à la nature, qui adore l'aventure, elle s'est dit qu'un petit swap ne ferait pas de mal. Bien sûr, maintenant elle s'en veut, mais ce qui a été fait, et on ne peut malheureusement pas revenir en arrière. Enfin, il reste quand même un espoir, Balor. Et pendant la nuit, Hilda récupère la literie pour la placer dans les cloches et pouvoir les retirer sans faire de bruit. Mais malheureusement, il reste une dernière chose à faire avant de pouvoir retrouver son corps. Et cette chose, c'est de récupérer une orbe rouge dans la demeure du roi dans une salle cachée. Mais pendant ce temps, Johanna n'a pas abandonné sa fille et elle s'est même alliée à Alberg pour lui permettre d'entrer dans la montagne en toute sécurité. Alors Alberg et sécurité, c'est loin de rimer, mais il possède l'arme qui permet de retransformer un troll, sauf qu'Hilda a réussi à trouver cette orbe et elle semble avoir un pouvoir assez étrange. Lorsqu'elle la touche, elle est transportée dans une sorte de dimension où elle est même de nouveau humaine. Elle entend sa mère l'appeler dans une sorte de ville entourée par une muraille. Cette ville est composée de mini-trolls qui veulent sa peau. Mais alors qu'elle se faisait submerger, une version géante de sa mère sort du sol et la sauve. Puis elle est de retour dans le monde réel. Oui, c'est bien étrange, mais elle doit quand même récupérer l'orbe, sauf qu'un troll arrive et se met à la poursuivre, bien déterminé à lui reprendre l'orbe. Sauf qu'en sortant de la grotte, Hilda tombe justement sur sa mère, et Alberg aussi. Mais le troll est toujours là, heureusement qu'on a une arme pour ça, hein. Ouais, non en fait, parce qu'il est trop imposant, donc ça n'a aucun effet. Mais après un petit combat, qui détruit la voiture de Johanna au passage,
passage, Hilda arrive à faire tomber le troll dans une crevasse et peut donc retrouver sa mère et ses compagnons. Mais il reste une chose à faire, aller voir Balor, mais la mère de Baba est toujours là, et en arrivant devant l'antre du géant troll, il n'y a personne. Par contre la mère de Baba arrive, et Alberg, toujours déterminé à exterminer les trolls, commence à l'attaquer. Mais pendant tout ça, les deux enfants reprennent leur forme. Le fait de retrouver leur mère respective a permis d'annuler le sort. Mais il reste toujours un problème. Où est Balor? Et malheureusement on va vite comprendre que le fameux roi qui voulait faire la guerre aux humains, bah c'était lui. S'il a été enfermé ici, c'est pour que ça ne se reproduise plus. Et maintenant qu'il a retrouvé son œil, il peut mener l'assaut. Sauf que pendant ce temps, David et Frida étaient en train d'essayer de faire en sorte que les cloches ne soient pas utilisées pour permettre à Hilda de rentrer. Mais là ils n'ont pas d'autre choix que de les utiliser. Le problème c'est que Balor a une force incommensurable et détruit les cloches une par une. Mais alors que l'on pensait que tout était foutu, le troll qui voulait empêcher Hilda de récupérer l'orbe arrive pour se battre contre son frère. C'était justement lui qui avait mené la révolte, menant à son enfermement. Mais rien n'y fait. Il se fait vaincre étonnamment rapidement et le mur de Trollbourg n'a pas tenu. Heureusement pour nous, c'est Gerda aux commandes et elle préfère attendre de voir comment la situation va évoluer. Surtout que les trolls se sont arrêtés, Hilda quant à elle est de retour en ville, mais elle a une impression de déjà-vu. Elle comprend que ce qui les a attirés depuis tout ce temps, c'était leur mère. Elle se situe en dessous de la ville, et ça on en reparlera plus tard, puisque s'ils n'attaquent pas, c'est justement pour que la patrouille fasse le premier pas, permettant ainsi de la réveiller. Ce qui détruira toute la ville au passage, mais bien sûr Alberg est de retour et reprend les choses en main, en ordonnant de tirer sur Balor, et même si Gerda refuse, Alberg le fait lui-même, le tuant sur le coup, faisant alors trembler le sol, mais Alberg refuse toujours d'entendre Hilda, alors elle n'a d'autre choix que de récupérer l'œil de Balor pour lui montrer ce qu'elle a vu. Et en voyant ça, il comprend tout. Pour une fois dans toute la série, il fait quelque chose de sensé, et demande à ses troupes d'arrêter le combat, calmant ainsi la mère des trolls. Après tout ça, les trolls arrêtent de bouger, comme s'ils communiquaient avec leur mère, et Frida décide d'utiliser ses pouvoirs pour comprendre ce qu'elle leur dit. Sauf qu'elle ne parle pas le troll. Mais Hilda si alors. Elle s'appelle Ama. Elle est la mère et la grand-mère de tous les trolls. Elle a façonné ces montagnes il y a longtemps pour y accueillir ses enfants. Elle s'allongeait entre elles pour dormir, entourée de ceux qu'elle aimait. Un jour, après un long repos, elle découvrit qu'un village était apparu. Mais elle ne voulait pas déranger les gens, alors elle décida de rester là jusqu'à leur départ. Mais le village grandit encore et encore. Au début, ce n'était pas si terrible. Ses enfants étant encore près d'elle, elle pouvait leur parler. Mais les villageois ne cessèrent de les éloigner de plus en plus d'elle, jusqu'à bâtir un mur. Elle aurait très bien pu se relever si elle l'avait voulu. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée allongée là, coupée de ses enfants. Pour nous. Le troll est une langue difficile à traduire avec fidélité, mais voici en substance ce qu'elle disait. Mes enfants, je suis fière de vous. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais je ne vous ai jamais oublié et je ne vous oublierai jamais. Prenez soin les uns des autres. Soyez forts, soyez bons et sachez que je ne suis jamais loin. Après cet événement, la vie a bien changé à Trollbourg. Alberg a reçu une médaille en récompense pour avoir stoppé une guerre qui aurait pu détruire la ville. Bon, on va dire ok, il a eu ce qu'il aura voulu, surtout qu'il démissionne et redonne les rênes à Gerda. Quant aux trolls, une nuit leur est consacrée pour leur permettre d'aller voir leur mère. Une journée où aucune cloche ne sonne, bien sûr tout le monde ne voit pas ça d'un bon oeil, c'est difficile de changer les mentalités aussi rapidement. Mais c'est sur la bonne voie. Alors les trolls et les hommes ne cohabitent pas encore, mais le chemin est ouvert. Il n'y a plus qu'à avoir le courage de l'emprunter des deux côtés. La saison 3 commence sur Astrid, la tante d'Hilda, qui les invite à venir à Tofoten, un petit village à quelques kilomètres d'ici, mais cette saison se passe en réalité un an après le film. Il s'apprête à prendre le train. Bien sûr, notre petit groupe est devenu inséparable et Hilda a proposé à ses amis de venir avec elle. Ils entrent donc dans le train et arrivent enfin à Tofoten. Astrid est là pour les accueillir et d'ailleurs elle peut étonnamment voir Alfur, puisqu'en fait tous les trucs magiques, elle s'y connaît pas mal. On apprend aussi que Johanna a passé une partie de son enfance ici. Mais bref, en se baladant dans la ville, on remarque que des fers à chevaux ornent les portes. D'après Astrid, il s'agirait d'une vieille tradition pour éloigner les fées. Ils arrivent d'ailleurs rapidement chez elle, et quelle maison, à deux doigts d'être jaloux. Les enfants se hâtent pour choisir leur chambre et tombent sur l'atelier d'Astrid, qui semble y faire des choses plus qu'étranges. En fait ici elle fabrique des gris-gris, des sortes de talismans qui auraient de nombreuses propriétés, comme celle de porter chance, ou même certaines propriétés curatives. Elle en a donc fait spécifiquement pour eux. Après tout ça ils partent explorer la ville, là-bas c'est les vacances, et David et Frida sont plus ici pour se reposer, alors qu'Hilda saisit la moindre occasion pour s'embarquer dans une aventure. Ils finissent par rentrer, et c'est ici qu'on fait la connaissance du Puka, un métamorphe capable de se métamorphoser, enfin toute proportion gardée, parce que vu qu'il est jaune, il ne passe pas vraiment inaperçu. Et bref, il est ici pour
demander des choses, et notamment de quoi casser un œuf, justement parce qu'il en a volé un ouf. Alors Hilda saisit cette occasion pour partir à l'aventure et retrouver les propriétaires de cet œuf. Et heureusement pour nous, Johanna se souvient de l'emplacement de leur nid. Alors ils s'y rendent, et après l'avoir remis à sa place, il est clos. Sauf que ça a eu pour conséquence de réveiller tout le monde et de commencer leur migration. Notre petit groupe n'a d'autre choix que de les chevaucher pour pouvoir rentrer chez eux. Et une fois de retour, tout le monde semble heureux de cette journée. Mais il se fait tard, et c'est l'heure de dormir. Sauf qu'Hilda est tombée sur un livre qui parle des fées de Tophoton. Et justement on retrouve Hilda et Brindille avec tante Astrid dans une plaine. Sauf que le monde devient peu à peu vert et l'emporte à l'intérieur d'une colline. Heureusement pour elle, ce n'était qu'un rêve et elle peut aller prendre son petit déj. Mais après tout ça, David, Frida et Hilda partent pour aller chercher des souvenirs. Sauf qu'Hilda est comme obsédée par ces fées, elle proviendrait de ce lieu. Alors ils investiguent jusqu'à trouver un tertre de fées. Globalement un endroit où vivent les fées. Sauf que ce n'est qu'un jouet. Le soir, tous bons part camper dans le jardin, mais Hilda est attirée par des lucioles. Sa mère part la rejoindre et elles se mettent à parler. Johanna est partie de Tophoton lorsqu'elle était jeune pour aller s'installer à Trollbourg. Mais pourquoi n'est-elle jamais revenue à Tophoton alors? Ce qui est étrange, c'est que même elle ne semble pas connaître toute la réponse. Ou tout du moins, c'est flou. On en reparlera plus tard, puisqu'alors que tout le monde était en train de dormir, une personne encapuchonnée se balade non loin d'ici. Hilda décide d'aller la suivre et elle trouve Astrid devant un tertre de fées, déposant des gris-gris. Le lendemain, Astrid agit comme si de rien n'était, mais il y a forcément quelque chose qui cloche. Alors Hilda part avec ses amis voir le tertre pour trouver des réponses. Sauf qu'en tournant autour de ce tertre, David a comme disparu, et en le recherchant, nos deux amis se retrouvent dans une sorte de monde parallèle. On y retrouve David, mais dans ces dimensions, des sortes de méducyclopes hantent ces lieux. Et quelque chose me dit que c'est pas une très bonne idée de se faire repérer. Mais pendant ce temps, le Pouka arrive pour demander un plat à gratin. Sauf que Johanna refuse, mais quand il lui propose de lui dire où se situent les enfants, elle change tout de suite d'avis. Ils ont franchi le vieux portail qui mène au bosquet de pin bleu, puis ils ont traversé le pont cassé jusqu'au tertre de fées. Oh non! Johanna part alors en courant vers le tertre, rejoint un peu après par Astrid. Et alors que nos amis étant encerclés, ils se font aspirer. Mais avant que ce soit autour d'Hilda, des personnes encapuchonnées répètent son nom. Mais qu'est-ce que ce lieu? Déjà les méduses sont les yeux de l'île des fées. Des créatures qui désorientent et qui n'ont qu'un seul objectif, t'amener sur l'île. Si Johanna est partie d'ici lorsqu'elle était petite, c'est qu'elle aussi s'est retrouvée dans cette dimension et a bien failli y passer. Si Astrid n'avait pas été là, elle aurait sûrement été emportée. Cet événement l'a logiquement traumatisée et après tout ça, elle décide de repartir à Trollbourg. C'est la fin des vacances plus rapidement que prévu. Mais quelque chose me dit que Tophoton n'a pas encore fini de faire parler de lui. D'autant plus que de retour chez elle, Hilda fait encore de drôles de rêves, qui cette fois-ci incorporent les personnes encapuchonnées. Décidément, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Elle garde toujours son gris-gris avec elle pour la protéger. Sauf que petit problème, en se réveillant en sursaut, elle l'a cassé. Elle appelle alors Astrid pour en avoir un autre. Mais il se pourrait qu'un gris-gris soit plus compliqué à fabriquer que ce que l'on aurait pu penser. Notamment parce qu'il doit être fait avec une branche d'un arbre assez rare. Mais heureusement pour Hilda, il y en a un justement pas très loin. Et le plus fou, c'est que le bonhomme de bois l'entretient. Mais en explorant ses entrailles, on remarque de nombreux portails, et en poursuivant Brindille, qui lui-même poursuivait un écureuil bien vénère, Hilda se retrouve transportée dans le passé. Un passé où les géants et les hommes coexistaient. Mais ici, un tueur de géants en a enfermé un pour en attirer en masse et les tuer. Hilda essaye d'apaiser les tensions pour faire en sorte que les deux camps se comprennent, mais c'est trop compliqué. Les géants sont déterminés à quitter cet endroit, qui semble ne plus vouloir d'eux, et les hommes sont bien déterminés à les faire partir. Alors malgré ses efforts, rien n'y fait. Sauf que le bonhomme de bois est à deux doigts de mal finir. Heureusement pour nous, un géant vient aider les humains à éteindre le feu. Mais même si cet événement a permis d'apaiser les tensions, il n'a pas empêché aux géants de partir. Mais nos protagonistes sont actuellement bien dans la mouise, puisque l'arbre qui leur a permis d'arriver jusqu'ici est en feu. Donc ils s'y dirigent et arrivent à se s'enfuir à temps. Alors même si au départ on pensait que ce passé était un monde parallèle, bah faut croire que non, puisque dans le présent, l'arbre a quand même pris bien cher. J'ai eu l'occasion de changer les choses, mais j'étais trop petite. Je n'en suis pas si sûr. Ces géants avaient déjà décidé de partir il y a longtemps, mais ils ne t'oublieront pas. Tout comme ce tueur de géants. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on a peut-être fait bouger les choses? Je dis juste que le changement prend du temps et qu'on n'est pas toujours là pour voir les résultats de nos bonnes actions. Mais l'arbre n'est pas foutu pour autant, puisque le bonhomme de bois a récupéré une branche, il en coupe une partie pour Hilda et pas trouvé un endroit où le replanter. Hilda a donc un nouveau gris-gris, mais les ombres encapuchonnées sont toujours là. Dans l'épisode d'après, nos amis doivent partir en mission pour les scouts. Ils font la rencontre de Louise, une fille timide. Ensemble, ils vont rencontrer un monstre des mers qui veut les faire rire. Sauf que malgré ses pouvoirs, il n'est pas très doué. Après pas mal de péripéties, nos amis arrivent à se sortir de ce bourbier et permettent aussi à la créature de retourner à la mer, puisqu'elle pensait être bloquée alors qu'il avait juste à suivre le cours d'eau. Cet épisode n'est pas le plus intéressant, mais met pas mal l'accent sur le regard des autres, puisque tous les scouts trouvent notre petit groupe bizarre. Mais en même temps, ils n'ont pas tort, sauf qu'on comprend que cette bizarrerie cache une vraie amitié solide. Alors si c'est le prix à payer pour avoir des gens sur qui compter, peut-être qu'il faut assumer qui on est et ne pas prêter attention à ceux qui se moquent de nous, alors que même se crée un personnage pour exister. Mais peu de temps après, on fait la connaissance d'un homme un peu en retard qui prend un bateau pour Trollbourg. Cet homme, c'est Anders, le père d'Hilda, qui souhaite rattraper le temps perdu, ou c'est surtout quelqu'un qui a peur des responsabilités. Il semblerait que ça soit en partie à cause de ça qu'il ait quelque peu abandonné Hilda. Mais sa fille, elle est heureuse de
pouvoir passer du temps avec lui. Et avec ses amis, il se dirige vers un restaurant. Sauf que Anders souhaiterait rester ici plus longtemps, mais il manque d'argent. Il lui faut alors trouver un travail. Et ça tombe bien, puisque quelqu'un que l'on appelle le putois fait son apparition pour demander si quelqu'un ne voudrait pas l'aider, en échange d'une somme d'argent non négligeable. Alors Anders saute sur l'occasion, et Hilda veut l'accompagner. Il se retrouve alors dans une camionnette pas très solide, direction l'ancien château de Trollbourg, pour récupérer un trésor. Mais en arrivant là-bas, d'autres personnes ont déjà été envoyées par le putois. En gros, ce trésor appartient à un troll, sauf qu'il s'est fait remarquer et n'a eu d'autre choix que de fuir, laissant ses camarades là-bas. Il a donc envoyé Anders pour aller les sauver, mais surtout récupérer le trésor. Sauf qu'en apprenant tout ça, Hilda refuse de prendre ce trésor. Elle qui a elle-même été un troll, ne peut se résoudre à en léser un. Alors une embrouille se déclenche jusqu'à ce que Johanna arrive, après avoir appris de la part de David que sa fille était avec Anders dans un bourbier. Mais le troll l'a suivi et commence à s'attaquer à ceux présents dans le château. Sauf que pendant une course-poursuite, Anders se retrouve pris au piège, et alors qu'il allait se faire avoir, les ombres capuchonnées arrivent et semblent le tirer dans la flaque d'eau, le faisant disparaître. C'est ici qu'Hilda et sa mère arrivent, et comme il y en a une qui parle le troll ici, elle lui pose des questions, et comprend rapidement que son père a disparu. En sortant du château, on voit les deux associés du putois qui s'enfuient. Johanna, pensant qu'Anders s'est enfui avec eux, dit à sa fille qu'elle l'a abandonné encore une fois. C'est un homme qui a tendance à fuir ses responsabilités et les difficultés qu'il rencontre. Donc c'est malheureusement plutôt crédible. Mais en allumant la radio, on entend quelque chose. Le lendemain, mère et fille décident d'aller camper pour se changer les idées et tombent sur un endroit magnifique. Hilda trouve un filet de pêche dans l'eau et étant donné que pour elle toute vie a une importance, elle décide de le retirer. Sauf que rapidement une créature sort de l'eau et l'emmène dans sa tanière. Johanna arrive pour la sauver et après quelques galères, elle y arrive. Sauf qu'en tentant de fuir la créature... Hilda! Je ne vais pas tenir! Ne lâche pas, maman! Jamais! Ouais, c'est triste, mais rassurez-vous, en fait les humains elles kiffent pas trop. Alors elle les relâche et dit quelque chose de très intéressant. Ce qui la retenait dans ce lac, c'était ce filet de pêche. Sauf que ce n'est pas un filet de pêche comme les autres. Il est constitué de gris-gris. En fait, elle ne s'en rappelle plus, mais lorsqu'elle était petite, Johanna a déjà failli se faire manger par cette créature. Mais ses parents ont réussi à la sauver et ont fabriqué ces gris-gris pour enfermer ce monstre dans le lac. Mais ce qui est fou, c'est que Johanna n'a en réalité que très peu de souvenirs de ses parents. Pour elle, ils l'ont abandonnée lorsqu'elle était petite et Astrid l'a recueillie. Mais quelques temps plus tard pendant la nuit, Hilda est réveillée par sa radio. Et après tout ça, elle s'est donné pour mission de la déchiffrer avec l'aide d'Alfur. Mais la seule chose qu'ils ont pu obtenir, c'était un code qui disait « Telle est la vie d'un aventurier ». Une phrase que dit beaucoup Hilda, mais aussi son père. Bon, je vous passe toute une partie où Frida tente de faire une réunion avec tous les Nice pour leur permettre de se mettre d'accord pour arrêter de se voler entre eux. Tout ça va mener à la création d'une sorte de supérette où les Nice peuvent emprunter ce qu'ils veulent, tant qu'ils le ramènent. Au final, en vous disant que je passais cette partie, je vais vraiment tout raconter quoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Tontu a récupéré la radio, et en l'écoutant, on découvre que Victoria se remet à émettre. Et surtout qu'Anders parle à la radio. Mais quelque chose leur est arrivé. Attends, c'est quoi ça? Oh non, il y en a une qui est entrée. Attends, elle nous a repérés. Cache-toi! Heureusement pour nous, Alfur n'a pas chômé, et grâce à ses amis des radio-elfes, il a de quoi trianguler la position de Victoria von Gale. Et donc on devrait enfin savoir où se cache Anders. Mais étrangement, enfin pas tant que ça en fait, la triangulation mène à Tofuten, et nos amis s'y dirigent. Sauf qu'il se pourrait que Johanna ait remarqué leur absence. Nos trois amis sont donc de retour au tertre pour essayer d'y entrer. Mais il semblerait que ça soit plus compliqué que ça. Leur plan est assez simple, mais surtout risqué. Hilda partira dans la dimension des fées avec un talkie-walkie. Et une fois qu'elle aura retrouvé son père, elle appellera ses amis pour qu'ils viennent les déterrer. Un plan infaillible, n'est-ce pas? Bon, après plusieurs tentatives, elle arrive enfin là-bas avec Brindille. Mais rien ne se passe ici. Alors elle casse son gris-gris, ce qui produit quelque chose dans le monde réel, alertant Astrid et Johanna. Au moins la destruction de ce gris-gris a permis de faire avancer la situation. Puisqu'un bateau apparaît au loin, elle décide donc de le prendre, mais rapidement un crâne est jeté sur l'embarcation, le tirant vers la côte. Et un homme arrive, c'est Anders avec Victoria pas loin. En fait, Victoria est tombée ici après les événements du moulin. Elle a créé une petite base où elle fait des expériences scientifiques. Elle s'est en réalité installée dans une tour avec un cristal étrange. Mais c'est justement grâce à ce cristal qu'elle a pu émettre pour la radio. Anders, lui, comme on l'a vu, s'est fait kidnapper par les ombres pour le bloquer ici. Mais les yeux de l'île des fées semblent avoir découvert leur présence. Et pas de choix, c'est le moment de s'échapper. Victoria préfère rester parce qu'elle a tout un nouveau monde à découvrir. Mais pendant ce temps, Johanna est arrivée au tertre. Et David et Frida l'empêchent d'intervenir. Mais dans la dimension, l'eau se déchaîne. Ils n'abandonnent pas malgré ces créatures encapuchonnées qui veulent emporter Hilda avec eux. Nos amis arrivent à s'échapper alors que tout le monde aurait dû être sauvé. On apprend que Johanna est rentrée dans la dimension pour aller retrouver sa fille. Hilda n'a donc d'autre choix que de laisser son père et Brindille pour aller
retrouver sa mère. Mais le sort qu'utilisait Frida pour maintenir le portail ouvert a fini par détruire le tertre. Le retour va donc être beaucoup plus compliqué. Et en plus de ça, Frida est blessée. Elle est donc amenée chez Astrid, qui elle part trouver un moyen de les sauver. Mais Hilda, quant à elle, est dans un endroit que l'on n'avait encore jamais vu, une forêt féerique, où elle y rencontre une petite fille qui cherche ses parents. Alors elle décide de s'entraider, mais au réveil, une femme se retrouve auprès de la fille. Il s'agirait de sa mère. Alors nos deux protagonistes la poursuivent, mais Astrid arrive pour demander à Hilda de ne pas faire ça. Mais rien n'y fait, elle est bien déterminée à l'aider. Et ils arrivent finalement devant une maison, où deux personnes connaissent étrangement le nom d'Hilda. Ce sont les parents de la petite fille. Petite fille qui est en réalité Johanna lorsqu'elle était petite. Je vous présente Lydia, sa mère, et Finium, son père. Finium et Astrid sont frères et sœurs. Quand ils étaient petits, ils aimaient aller jouer dans le monde des humains. Mais un jour, ils ont rencontré Lydia, une petite fille humaine, et ils devinrent rapidement amis. Mais la relation entre Finium et Lydia a rapidement évolué en amour. Ils passèrent de plus en plus de temps ensemble. Astrid a fini par arrêter de venir, mais le fait que son frère ne revienne quasiment plus dans le monde des fées risquait de poser problème. Alors elle a fini par aller le confronter, et c'est là qu'elle a découvert que nos deux amoureux s'apprêtaient à avoir un enfant. Finium avait donc choisi le monde des humains plutôt que celui des fées, et Astrid prit la décision de l'accompagner dans cette aventure. Au début, tout allait bien, la petite Johanna vivait une vie normale, jouait, s'émerveillait, mais rapidement elle fut prise d'une maladie qu'aucun médecin ne semblait pouvoir soigner. Alors ils n'eurent d'autre choix que de faire appel à l'esprit de l'île des fées pour les aider. Il leur proposa alors de la soigner, mais en contrepartie, dans 10 ans elle devra partir vivre sur l'île des fées. Les parents n'eurent d'autre choix que d'accepter, mais ces 10 ans sont passés à une vitesse impressionnante, et lorsque le moment est venu, ses parents n'ont pu se résoudre à abandonner leur fille dans ce monde. Alors ils demandèrent d'échanger sa place avec eux, ce que l'esprit accepta. Alors un soir, ils dirent au revoir à leur fille et partirent. Sauf que Johanna les avait suivis et a tout vu. Alors Astrid prit la décision de retirer quelques souvenirs pour lui éviter de souffrir. Ses parents l'ont donc abandonnée pour la sauver. Astrid décide donc de libérer ses souvenirs, mais maintenant on a un autre problème. Ils sont tous bloqués ici. Et même si cet endroit est idyllique, genre pour le coup je crois que cette île possède les plus gros flemmards jamais vus. Mais ça reste pas leur vie, ou tout du moins ce n'est pas celle d'Hilda. Alors elle décide de se balader et trouve un endroit spécial. Un endroit qui se meurt, comme si l'île elle-même était en train de succomber. Mais Astrid arrive rapidement pour la sortir de là. Pour ce qui est sûr, c'est que Johanna est vraiment heureuse de revoir ses parents. Mais en voyant qu'Hilda allait avoir du mal à s'intégrer, Lydia et Finium décident de leur montrer un endroit. Une immense tour semblable à celle sur laquelle vit Victoria. C'est en réalité une technologie qui permettait aux fées d'apparaître dans le monde des humains, mais surtout de les capturer pour peupler l'île. Ouais, c'est tout de suite moins joyeux. Et comme vous pouvez le voir, tout ça est un peu à l'abandon. Et c'est justement parce que les fées ont arrêté de faire ce genre de choses. Mais Hilda peut voir ses amis, qui eux sont à la recherche de Brindille. Il est triste de ne pas pouvoir aider Hilda, mais peut-être qu'il a plus à jouer qu'il ne le pense. En fait, Brindille se sent comme obligé d'hurler, et Frida a peut-être une piste. Alors elle utilise sa magie pour étendre le cri de Brindille, et quelque chose se passe dans le ciel. C'est justement les renards cerfs, ce sont des créatures féeriques qui vivent entre les deux mondes. Ils ont donc la possibilité d'entrer et venir quand ils le veulent. La voilà leur porte de sortie, mais Johanna reste hésitante. Elle vient à peine de retrouver ses parents, mais elle se rend compte que sa vie n'est pas ici, et que surtout comme l'ont fait ses parents avant elle, elle doit penser à sa fille et à ses besoins. Alors elle court pendant que l'île fait tout ce qui est en son possible pour les ralentir. Mais les renards cerfs sont bien décidés à les aider, et notamment Brindille. Et pendant ce temps, Astrid est allée voir l'esprit de l'île des fées pour lui proposer un marché. Sa vie contre la liberté de Johanna. Et c'est vrai que la vitalité, c'est ce qui lui manque. Comme il n'y a plus de nouvelles personnes à peupler ces lieux, l'île devient faible, d'où les endroits emplis de moisissures. Mais quant à Hilda et Johanna, ils sont enfin de retour sur Terre. Mais malheureusement, un contrat est un contrat. Et la maladie de Johanna réapparaît plus foudroyante que jamais. Mais alors que l'on pensait qu'elle allait mourir, elle semble soignée. L'esprit de l'île des fées semble avoir accepté le nouveau contrat. Une âme pour une âme. Astrid n'est donc plus, mais Johanna est de retour. En rentrant chez elle, le Puka frappe à la porte, désespéré. Une porte qui malheureusement risque de ne plus se rouvrir. Enfin, peut-être que si en fait, puisqu'Astrid en sort. Mais que s'est-il passé? En fait, alors que l'esprit allait accepter sa proposition, Victoria est apparue grâce au portail qui s'était ouvert dans sa tour. Et Victoria, elle, ce qu'elle veut, c'est découvrir de nouveaux mondes. Alors rester bloqué sur cette île, ça lui va complètement. Le contrat peut donc être modifié, mais Astrid est bannie, faut pas abuser non plus. Par contre, je crois que l'île des fées ne sait pas ce qui l'attend. Victoria avec à disposition des pouvoirs magiques, franchement, je crois qu'il doit en voir de toutes les couleurs. Mais ça ne nous regarde plus, puisque tout revient à la normale.
Aujourd'hui c'est jour de fête, tout le monde est heureux, les trolls sont même présents pour participer. Ce qui est sûr c'est que même si Hilda ne voulait pas de cette ville, elle a quand même réussi à la transformer en un lieu de respect et d'acceptation. Peut-être finalement que les choses ne sont pas destinées à être figées, que si on le veut vraiment, le monde peut devenir meilleur. Et c'est comme ça que se finit cette série. Et oui, pour une fois, pas d'annulation ou de dernière saison finie dans le rush. J'aurais même tendance à dire que la série est parfaitement complète. On n'a pas besoin de moins et on n'a pas besoin de plus. Hilda, c'est ce genre de série qui permet de remettre en question le monde qui nous entoure et de réfléchir sur nous-mêmes, la parentalité et l'acceptation des autres. Et c'est vrai que dans un monde de plus en plus polarisé, où on préfère garder des œillères pour éviter de voir les vrais problèmes qui nous entourent, Hilda, c'est un peu un vent d'optimisme qui nous pousse à regarder les autres, à se mettre à leur place et à ne plus voir le monde uniquement par notre prisme. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont parlé de cette série. Je pense que ça a été une vidéo assez longue, mais elle fait d'ores et déjà partie de celle dont je me souviendrai encore longtemps. N'hésitez d'ailleurs pas à me proposer des séries du même genre, dont je pourrais parler en vidéo. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je m'appelle Hilda, je n'apprends pas de mes erreurs. Mais je fais de mon mieux pour être à la hauteur. C'est souvent de ma faute, mais je me donne du